Earth Online s'abat sur la planète bleue, un monde parallèle. À l'échelle mondiale, des organismes individuels aux espèces entières, tous se retrouvent aspirés dans ce jeu. Sous ceux qui parviendront à sortir du lot dans cette compétition d'une cruauté sans merci, pourront prétendre au titre de maître absolu du monde. Las règles du jeu imposent de sélectionner un participant de chaque pays pour devenir l'observateur de la civilisation. L'observateur choisira, au nom de sa nation, une espèce biologique à observer. Et l'espèce observée survit jusqu'à la version suivante, c'est la victoire. Si celle-ci vient à s'éteindre, ce sera l'échec. Les vainqueurs obtiendront des bonus de destinée nationale, tandis que les perdants subiront le châtiment de catastrophes naturelles. Yang Chen, un transmigré d'un autre monde, fut sélectionné par Earth Online comme observateur de la civilisation. Cependant, il découvrit rapidement que l'histoire de ce monde était presque identique à celle de la Terre dans sa vie antérieure. À une exception près, ici, les théories sur l'origine de l'humanité allaient du créationnisme aux théories extraterrestres, mais excluaient totalement la théorie de l'évolution. Avec le lancement officiel des Earth Online, Yang Chen accéda au sommet de la civilisation et sa vision fut diffusée en direct dans tout le pays. À cet instant, un immense écran céleste se déploya dans les cieux. Cet écran était pour le moins étrange. Bien que suspendu dans le ciel, il était obstrué par aucun bâtiment, apparaissant directement au premier plan du champ de vision de chacun. Où que l'on soit, il suffisait de lever les yeux pour apercevoir cet écran virtuel. Des lignes de texte commencèrent à y défiler, tandis qu'une voix synthétique en faisait la lecture en temps réel. La sélection des observateurs de la civilisation d'Earth Online commence officiellement. Dans 3 minutes, la liste des observateurs de civilisation de chaque nation sera révélée. Juliet, la chronologie de la nouvelle version est avancée à l'époque préhistorique d'il y a 4,4 millions d'années. 3. La nouvelle version apportera des modifications majeures, avec des espèces vivantes bien plus diversifiées. Les données détaillées seront mises à jour lors du lancement de la nouvelle version. À ce moment-là, les observateurs de civilisation pourront les consulter eux-mêmes. 4. Le mécanisme de récompense et de punition est entièrement mis à niveau. Les récompenses pour les vainqueurs seront plus généreuses, et les sanctions pour les perdants seront alourdies. Nous souhaitons à chaque nation une exploration fructueuse et pleine de succès dans cette nouvelle version. Le compte à rebours de la sélection des observateurs de civilisation est terminé. Début de l'annonce, voici la liste des observateurs de civilisation de chaque pays. David des États-Unis. Smith, pour le Japon. Tetsuya Yamagami, pour la Corée du Sud. Cha Ta-hyun. Une annonce longue et fastidieuse. Même après la succession de plusieurs versions, et la disparition de nombreux pays suite à de mauvais choix, le nombre des nations dans le monde n'est passé que de plus de 200 à 150. Rien qu'énumérer les noms de cette liste prendrait un temps considérable. La salle de classe, bruyante il y a un instant à la fin du cours, devint soudainement silencieuse, et l'identité du nouvel observateur de civilisation allait être révélée. Itu Longguo retenait son souffle, jusqu'à ce que le nom familier du pays ne retentisse. Yang Chen, observateur de civilisation de Longguo. Aussitôt, le portrait de Yang Chen apparut également sur le dôme céleste. C'était pour éviter toute confusion avec des homonymes. Ainsi, toute la nation en était informée par ce moyen. Au même moment, Yang Chen reçut personnellement une notification spéciale de Earth Online. Vous êtes devenu le nouvel observateur de la civilisation du royaume du dragon. Earth Online va vous transférer à l'intérieur du jeu. Durant cette phase, aucun contact avec l'extérieur ne sera possible jusqu'au bilan de la partie. Le verdict final est enfin tombé. La classe, jusque-là silencieuse, explosa instantanément. Oh la vache, Yang Chen, c'est vraiment lui, c'est une blague. Sous toute la population du pays, le précédent observateur venait déjà de notre école. Et cette fois, c'est encore chez nous. C'est quoi ce coup de bol insolent? S'il serait pas truqué. Ah, n'importe quoi. Même l'État ne peut pas intervenir. Comment tu veux tricher? Avec une chance pareille, c'est dommage de ne pas jouer au loto. De la chance, pour moi, c'est plutôt une catastrophe. Celui qui a été choisi, c'est Yang Chen. Le mec qui passe sa vie à pioncer. Alors que la classe s'agitait, Yang Chen lui-même était un peu hébété, statistiquement parlant, que la même école soit choisie 2 fois. Et sans même parler d'établissement, vu la démographie du royaume du dragon, être sélectionné dans la même ville-préfecture serait déjà incroyable. Yang Chen n'avait donc pas nourri le moindre espoir au départ. Imagine pas une seconde que cela puisse tomber sur lui. Pourtant, alors que le dernier observateur mondial venait d'être désigné, une voix mécanique retentit à nouveau. Observateur désigné, compte à rebours avant la nouvelle version, 3 minutes. Veuillez vous préparer. Capital du royaume du dragon. Groupe de recherche spécial d'Earth Online, et au cœur de l'immense base expérimentale. Tout le monde sait ça le travail. Les yeux rivés, incrédulés, sur les notifications célestes. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Combien de ça? Seulement 3 minutes? Je ne rêve pas. Aucun temps de préparation cette fois. Qu'est-ce qu'on peut faire en si peu de temps? Tout le monde paniqua instantanément. Auparavant, chaque sélection d'observateurs de la civilisation laissait un temps de préparation suffisant, allant de 3 à 10 jours, durant ces laps de temps. Les nations faisaient tout leur possible pour aider leurs observateurs de la civilisation. Le royaume du dragon avait initialement prévu de faire de même. Mais cette fois, contre toute attente, et il ne restait que 3 minutes pour se préparer. Qu'y faire de ce peu de temps? À peine le temps d'échanger quelques mots, d'autant plus qu'il n'avait toujours pas pu contacter Yang Chen. Le responsable du groupe de recherche, le vieux Qing, sommité de la médecine, vit tout s'effondrer. Tout était fini, et il s'effondra sur sa chaise, se sentant complètement vidé de ses forces. Sans préparation systématique, il devait s'en remettre au destin. Inquiété, je veux tout savoir sur ce Yang Chen. Vous avez 3 minutes. Il ordonna immédiatement, puis prit une profonde inspiration. L'air amer, il ajouta. À présent, espérons seulement que ce Yang Chen soit un étudiant brillant. Il doit bien avoir quelques notions de base. La rapport d'informations sur Yang Chen fut rapidement présenté au vieux Qing, dans les moindres détails. Où est compris s'il préférait les œufs brouillés aux tomates ou le riz aux aubergines pour son déjeuner. Bonne nouvelle, Yang Chen est étudiant dans une prestigieuse université du royaume du dragon. Il s'agit d'ailleurs de l'alma mater du précédent observateur de la civilisation. L'atmosphère y est très propice à l'étude et à l'analyse des espèces d'Earth Online. Même pour un cancre, dans un environnement où la vulgarisation scientifique est quotidienne. Il devrait avoir un minimum de base, histoire de ne pas se retrouver complètement dans le flou en entrant dans le jeu. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que Yang Chen n'est pas seulement un cancre. C'est aussi un cancre connu dans toute la classe pour passer ses journées à dormir. E.T. pour couronner le tout, c'est indépendant affectif. Depuis que son ex l'a largué, il a complètement sombré, comme s'il avait fait une croix sur sa vie.
En voyant cela, Xin Lao resta totalement sidéré. Comme quoi, Earth Online est avant tout un jeu de chance. Malgré les investissements colossaux de Longguo dans l'éducation, Indo en 2022, le budget total alloué à l'éducation dans notre pays a atteint 6132,914 milliards de yuan, soit 5% du PIB national. En 2005, les dépenses du budget public général consacrées à l'éducation ont même atteint 4124,2 milliards de yuan, soit 15% des dépenses publiques totales. En 2019, l'investissement total dans l'éducation nationale a aussi franchi pour la première fois le cap des 5000 milliards de yuan, ce qui s'apparentait presque à une campagne d'alphabétisation universelle, mais avec une population totale culminant à 1,411 milliards d'habitants. Un tel réservoir démographique laisse forcément passer quelques mailles du fil. Et de manque de chance, la roue n'a pas tourné en faveur de Longguo cette fois-ci. Le sort est tombé sur un cancre qui avait totalement baissé les bras. Le pire, c'est que cette fois-ci, aucun temps de préparation n'a été accordé aux participants. Désormais, même révisé à la dernière minute relève du tout rêve. C'est un départ cauchemardesque. Qin Lao sentit ses forces l'abandonner, le regard totalement perdu. Même s'il avait la gorge nouée par l'angoisse, les dés étaient jetés. Aucun retour en arrière n'était possible. Error Observation de la civilisation, une fois lancé. Avant la fin de la partie, tout contact avec l'extérieur est rompu. Nous ne pouvons plus que nous en remettre au destin. C'est alors que l'écran céleste changea brusquement. Dans l'espace virtuel, les silhouettes de plus d'une centaine de candidats apparurent à l'écran, chacun arborant le drapeau de son pays au-dessus de la tête. Yang Chen apparut lui aussi à cet endroit, et au même moment, le salon de diffusion de l'écran céleste s'ouvrit, permettant aux citoyens du monde entier d'échanger à nouveau sans barrière, même sans parler la même langue. Le salon assurait une traduction d'une précision absolue. À peine ouvert, un flot frénétique de commentaires envahit l'écran. Mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Le lancement de cette nouvelle version est tellement soudain. Notre Gaulle n'a même pas eu le temps de s'y préparer. Laisse tomber, le Gaulois du dessus. Autant vous rendre tout de suite. Après tout, ce ne serait pas la première fois. Ha 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 ha, t'es mon vrai. Et alors, qu'importe si on n'a pas eu le temps de se préparer? Notre pays magnifique n'a peur de rien. Cette fois, le représentant de la nation des bâtons, Sha Taiyong, est un zoologiste de renom. C'est lui qui nous donne un avantage immense. Cette manche est pour nous. Les déclarations de la nation des bâtons sont toujours aussi ahurissantes. Un expert en zoologie. Tout parle d'un vétérinaire. Oui, notre grand pays des cerisiers a choisi pour observateur de la civilisation un membre de l'équipe de recherche spéciale d'Earth Online. La victoire reviendra sans aucun doute à notre grand pays des cerisiers. Au fait, où sont les spectateurs de Longguo? Ils sont si nombreux. D'habitude, ce sont les plus actifs. Non, cette remarque d'un spectateur d'Anam toucha immédiatement une corde sensible chez tout le monde. Tiens, c'est vrai. Aujourd'hui, dans le salon de l'écran céleste, les commentaires des spectateurs de Longguo se font extrêmement rares. C'est vraiment très étrange. En réalité, ce n'était pas que les citoyens du royaume du dragon s'étaient, mais plutôt parce que la majeure partie d'entre eux étaient forts. Réunis sur le stream exclusif de Yang Chen, et le flot de commentaires n'était qu'un concert de lamentation. Quelques minutes plus tôt, un ancien camarade de classe de Yang Chen avait lâché une bombe. C-Type était un tir au flanc fini durant sa scolarité. Rêvasser en cours, dormir et déconnecter était sa routine quotidienne. Ni même pendant les cours d'analyse des espèces d'Earth Online diffusés sur le web, il osait dormir à point fermé, affichant une indifférence totale. Quand le peuple pourrait-il être serein face à la sélection d'un tel individu comme observateur de la civilisation? En temps normal, une telle attitude n'aurait fait de lui, au pire, qu'un simple cancre. Rien de bien dramatique. Mais dès lors que son cas engage le destin de chaque citoyen et de la nation entière, la donne change du tout au tout, et ce n'est plus un détail. Tant que tu n'es pas choisi, tu peux végéter dans l'indifférence générale, sans que personne s'en soucie. Mais une fois propulsé sur le devant de la scène, toi, devenir l'unique espoir de tous, la moindre de tes faiblesses, sera amplifié à l'infini. Et d'autant que tout récemment, le royaume du dragon a été durement éprouvé par une catastrophe naturelle. Selon la dernière annonce d'Earth Online, les systèmes de récompense et de punition de la nouvelle version va être encore plus sévères. Autrement dit, si c'est un nouvel échec, des désastres encore plus terribles s'abattront sur le royaume du dragon. La dernière fois, le royaume du dragon a pu sauver la majorité de ses habitants. Mais qu'en sera-t-il cette fois? Aurait-il encore cette chance? Quelques minutes à peine après ces révélations, Lys Information s'est retrouvé en tête d'affiche de tous les réseaux sociaux du Royaume du Dragon. La sous-tendance comme Yang Chen le cancre ou le pire tirage du Royaume du Dragon squatte le haut des recherches. Tout le Royaume du Dragon est en ébullition. La chaîne de streaming de Yang Chen est devenue instantanément le point de mire du web. Plus de 200 000 spectateurs y ont déferlé comme une marée humaine. Un voyant Yang Chen regardait partout d'un air si curieux. Le cœur du soldat s'est glacé. Mon Dieu, on dirait qu'il n'a toujours pas compris la situation. N'est-il pas regardé les streams de ses prédécesseurs? Il a l'air si naïf, c'est bien l'image que je me fais des étudiants. Avec ce regard d'une stupidité candide, je ne comprends pas du tout pourquoi des étudiants de la même université ont été choisis 2 fois de suite. La dernière fois, l'observateur nommé Han Yu a déjà causé l'effacement d'une province entière du royaume du dragon. Est-ce que ça va recommencer? N'y dis pas ça. Dans la version précédente, qui aurait pu prédire la chute d'une météorite, ce n'est pas propre au royaume du dragon. Tous les grands pays ont pris cher. Non, censé cette météorite tomber du ciel la dernière fois. Les Raptors choisis par Han Yu auraient très probablement tenu jusqu'au bout. À défaut d'être les maîtres du monde, ils auraient au moins fini dans le top 10. Quoi qu'il en soit, je le sens mal pour cette fois. Vous voyez les choses autrement. Nous n'avons pas eu de temps de préparation. Mais c'est pareil pour les autres pays. Ici, les autres étaient encore plus nuls. Et si Yang Chen avait une chance insolente, avoir peur avant de combattre n'est pas digne du royaume du dragon. L'ambiance sur le stream était au plus bas, le pessimisme gagnant la foule. Mais chez certains brûlait encore une étincelle d'espoir. Après tout, ce n'est qu'un mauvais départ. Quand le royaume du dragon a-t-il jamais tremblé? À travers l'histoire du royaume du dragon, chaque fois que son destin est en jeu, un héros providentiel finit toujours par surgir, n'est-ce pas? Cette terre a toujours été un berceau de miracles. L'espoir reste entier. Alors que le monde extérieur est en proie au débat,
Yang Chen, au cœur de la tempête, observe à cet instant l'espace singulier qui l'entoure. Des observateurs de la civilisation venus de plus de 100 pays sont rassemblés tout autour. Autour d'eux s'étend un néant infini, et l'écran céleste au-dessus reste inactif. Il semble que ce soit un moment d'échange libre. Seer Place, de nombreuses personnes se sont déjà regroupées par petits groupes pour discuter. C'est issu de pays alliés ayant tendance à se rapprocher. On peut ainsi voir, autour de l'observateur des États-Unis, s'est pressé toute une horde de pays affiliés. De son côté, Yang Chen promène son regard autour de lui, et constate que pas mal de monde s'approche également, des représentants du Moyen-Orient, d'Afrique, ainsi que les observateurs de la nation combattante. Insensiblement, ces centaines de pays se divisent en deux camps. De toute évidence, le groupe autour de Yang Chen est bien moins nombreux que celui d'en face. Et la plupart d'entre eux sont de petites nations sans grande influence, qui risquent d'être purement et simplement effacées après cette manche. Les grandes nations disposent d'un vaste territoire et de ressources profondes. Même en cas d'échec, elles ont encore les moyens de rebondir. Mais si ces petits pays échouent, ce sera une catastrophe absolue. La destruction de leur nation et l'extinction de leur peuple. Certains s'approchent avec un sourire, et Yang Chen leur répond poliment. Engage ainsi la conversation. Soudain, l'écran céleste s'anime de nouveau, et une voix robotique résonne d'en haut. Chers observateurs de la civilisation. La nouvelle version d'Earth Online est officiellement en ligne. Un monde totalement nouveau. E.T. de toutes nouvelles fonctionnalités qui n'attendent que d'être explorées. Nouvelle version d'Earth Online. L'aperçu va commencer. Oui, observez attentivement. Puis sélectionnez l'espèce qui, selon vous, a le plus de chances de devenir le maître du monde. E.T. commencez à consigner vos observations. Nouveau patch. L'extinction de masse imprévue survenue lors de la version précédente ayant entraîné la sanction de trop nombreux pays. Par conséquent, cette nouvelle version offre davantage de marge de manœuvre. En tant qu'observateur de la civilisation, vous pouvez, dans une certaine mesure, intervenir artificiellement sur l'espèce observée, afin de modifier le cours de son histoire, et même sa direction évolutive. Gardez toutefois à l'esprit que cette intervention doit rester dans des limites strictes, et que vous n'avez droit qu'à 3 interventions au maximum. Remarque, lorsqu'un observateur de la civilisation souhaite intervenir, il peut faire appel à une assistance extérieure. À ces mots, les yeux de toutes les personnes présentes s'illuminèrent instantanément. Il faut savoir que dans toutes les versions précédentes, les observateurs de la civilisation devaient respecter le principe du libre développement de la nature. Il leur était absolument interdit, de quelque manière que ce soit, d'influer sur la survie de l'espèce observée, mais avec l'introduction de cette nouvelle règle, les possibilités stratégiques du jeu se voyaient grandement élargies. Bien qu'il n'y ait que 3 interventions possibles, si elles sont utilisées à bon escient, elles peuvent grandement modifier les chances de survie et de reproduction de l'espèce, augmentant ainsi la probabilité de réussite. À l'écoute de ces nouvelles règles, les membres du groupe de recherche spécial de Longuo pour Earth Online poussèrent un soupir de soulagement collectif. C'est excellent. Pouvoir intervenir activement. Ici à 3 reprises. De plus, nous pouvons lui apporter notre aide depuis l'extérieur. Ainsi, cela nous donne enfin une opportunité de communiquer avec l'observateur. Le doyen Qing poussa un soupir de soulagement. Son anxiété s'apaisa enfin. Dommage que ce ne soit que lorsque Yang Chen choisit d'intervenir qu'il puisse établir le contact avec nous. Ce serait encore mieux si l'on pouvait communiquer dès la phase de sélection des espèces. Fit remarquer un chercheur avec un soupçon de regret. Les choses en sont là, ne spéculons pas trop. Les observateurs de chaque nation disposent des mêmes droits. Ce que nous pouvons accomplir, les autres pays le peuvent aussi. Pour l'emporter, nous devons faire bien mieux que les autres. C'est le moment de mesurer la puissance de nos nations respectives. Les Doyen Qin frappa dans ses mains, captant tous les regards. Restez tous sur le qui-vive. Dès que Yang Chen aura besoin d'aide, nous devrons lui fournir les analyses les plus complètes. C'est notre rôle. Compris, et au sein de l'institut, les chercheurs en blouse blanche retrouvèrent instantanément toute leur ardeur. Dans l'espace virtuel d'Earth Online, Yang Chen fronçait les sourcils, plongé dans ses réflexions face à l'interface de contrôle. Pouvoir intervenir directement sur l'espèce observée offrait sans conteste une plus grande marge de manœuvre à l'observateur. Par exemple, en guidant la migration de toute l'espèce vers un environnement plus propice à sa survie. Ce qui augmenterait grandement ses chances de prospérer et de se multiplier. En plus de cela, il est même possible d'influer sur sa trajectoire évolutive. En étudiant les instructions mot à mot, Yang Chen réalisa qu'avec ses droits actuels, son niveau d'intervention restait très limité. Et il ne s'applique qu'au niveau de la structure physiologique de l'espèce observée, comme les membres, la fourrure, les muscles ou les organes. À travers ce pouvoir d'intervention limité, Yang Chen entrevoyait pourtant d'autres possibilités. C'est comme attribuer des points de caractéristiques à un personnage dans un jeu vidéo. Avec une bonne stratégie, il serait même possible d'accélérer le processus d'évolution. Mais cela met également à rude épreuve les capacités des observateurs de civilisation. Il ne faut pas attribuer ces points à l'aveuglette. L'évolution biologique étant un système extrêmement complexe, être puissant ne signifie pas qu'on saura s'adapter à son environnement. Depuis la nuit des temps, tant d'espèces puissantes ont été balayées par le flot de l'histoire. Ainsi, si cette règle semble offrir une plus grande liberté d'action, en réalité, elle cache un piège bien plus grand. La moindre erreur dans l'orientation de l'intervention peut entraîner des conséquences catastrophiques. Yang Chen s'imposa donc une consigne absolue, être prudent, infiniment prudent. Puis dans sa réflexion, un changement s'opéra sur l'écran céleste. Un aperçu de la nouvelle version d'Earth Online va commencer, durée estimée 60 minutes. Alors qu'une voix mécanique et glaciale résonnait dans l'espace virtuel. Les centaines de personnes présentes cessèrent instantanément de parler. Et tous les regards se tournèrent à l'unisson vers l'écran céleste. Sous l'étoile bleue, de nouvelles images apparurent également sur les différents flux en direct de l'écran céleste. Une gigantesque météorite s'abattait du ciel, plongeant le continent entier dans le chaos de l'apocalypse. Cette scène était étrangère pour personne, car c'est ainsi que s'était achevée la version précédente. À la fin du Crétacé, l'impact d'une météorite venue de l'espace mit fin à tout. Durant les dizaines de milliers d'années qui suivirent l'impact, le monde entier offre un spectacle apocalyptique. La dynastie insolente des dinosaures s'effondre ainsi. L'ère de ces géants appartient désormais au passé. La nouvelle version succède à la précédente, reprenant là où cette dernière s'était arrêtée. Les temps s'accélèrent, nous ramenant au lendemain du cataclysme. Il y a 65 millions d'années, le monde entier semble plongé dans un silence de mort. Les géants qui régnaient jadis sur le continent ont disparu, laissant le monde en ruine, livré à la désolation, mais l'environnement se stabilise peu à peu. Et la résilience de la vie est prodigieuse. Dans le cataclysme précédent, les géants ont été anéantis. S'ils sont de petites créatures qui ont survécu, car elles n'ont pas besoin de grandes quantités de nourriture.
ni dit au environnement spécifique. Bien que fragiles, elles ont pourtant survécu au cataclysme avec ténacité. S'ils sont des mammifères, pour la plupart pas plus grands que des souris. C'est aussi à cette époque que les plaques tectoniques mondiales entrent en mouvement. Sous effet de l'activité géologique et la Pangée originelle, commence à se morceler, dessinant peu à peu la structure des 5 continents. Et l'évolution de la vie poursuit sa marche. Ces processus s'étendent sur des millions d'années. L'écran céleste nomme cette période le Paléocène. Durant ces millions d'années, les mammifères colonisent peu à peu les continents. Au nouveau monde renaît des cendres des dinosaures. Reprenant vie peu à peu, une grande variété de nouvelles espèces commence déjà à peupler la Terre. Mesurant d'abord quelques centimètres, puis des dizaines, elles ne cessent d'évoluer. Dans le cours infini du temps, ils opèrent toutes sortes de changements pour s'adapter à leur environnement. Une même espèce, placée dans des environnements différents. Fera des choix distincts, développant ainsi des traits morphologiques et uniques. Certaines grandissent à l'extrême, tandis que d'autres rapetissent. La pérennité de la vie n'a jamais été une simple alternance de destruction et de prospérité, mais une succession de générations s'élançant vers le ciel. La Terre et l'océan se perfectionnant sans cesse à travers ces différents milieux. Le temps continue de s'accélérer. 20 millions d'années, et s'écouler en un clin d'œil. L'environnement est désormais parfaitement stable et commence à prospérer. Le climat se réchauffe progressivement, favorisant l'apparition de forêts denses sur de vastes zones subtropicales. Tout comme à l'Éocène supérieur, durant le Paléogène il y a 40 millions d'années, le climat y était chaud et humide, et de denses forêts s'étendaient de l'équateur jusqu'à l'actuelle Mongolie intérieure, en Chine. Durant l'Éocène, à l'exception des déserts arides, la surface terrestre était presque entièrement recouverte de forêts. Même les régions arctiques abritaient des forêts tempérées et de la végétation tropicale, dont témoignent les fossiles. Les cicatrices du passé ont totalement disparu, laissant place à un monde métamorphosé. Cette époque de 20 millions d'années a été nommée par le firmament, l'Éocène du Paléogène. Et si les 10 millions d'années du Paléocène ont guéri les plaies de la Terre, alors les 20 millions d'années de l'Éocène ont préparé le terrain pour la grande évolution de la vie. C'est pourquoi, au cours des 13 millions d'années qui suivirent, les mammifères se sont multipliés, connaissant un développement fulgurant. C'est à cette époque que le climat mondial a commencé à se refroidir, entraînant l'apparition de calottes glaciaires permanentes au pôle sud. Place tolérante au froid que les forêts et les prairies ont commencé à s'étendre rapidement. Durant l'ère cénozoïque, après la crise d'il y a 66 millions d'années, la diversité des mammifères a explosé. Le Paléocène a marqué la transition d'une faune dominée par les dinosaures vers le règne des mammifères modernes. À l'Éocène, les mammifères se sont rapidement diversifiés, occupant de nombreuses niches écologiques laissées vacantes par l'extinction des dinosaures. Durant le Paléogène, la plupart des genres de mammifères modernes ont achevé leur évolution, pour finalement former une immense faune occupant toutes les biosphères. Les grands mammifères ont émergé, ainsi que les ancêtres des porcs, bovins, ovins et équidés. Les éléphantidés, félidés et apparentés sont apparus, tandis que les artiodactyles retournaient à l'océan, pour devenir les ancêtres des cétacés. Les chauves-souris ont développé des ailes pour conquérir les cieux. Les squinidés aux flaires aiguisés ont également fait leur apparition à cette époque. Cette période d'explosion évolutive des mammifères a été nommée l'Oligocène du Paléogène par l'écran céleste. Les images sur l'écran céleste défilaient à toute vitesse, à la manière d'un documentaire, retraçant près de 43 millions d'années d'évolution. Les Paléogènes fut l'ère de la renaissance biologique après l'extinction de masse du Crétacé. C'est pourquoi il ne fera l'objet d'aucune version playable d'Ars Online. N'étant que brièvement survolé dans cet aperçu de mise à jour, après un bref fondu au noir, l'aperçu de la version officielle commença. Une nouvelle ère s'ouvrit alors. Cette ère s'appelait le Néogène. Dans l'espace virtuel, et au milieu de la foule, le regard de Yang Chen restait rivé sur l'écran céleste. Et son calme édituel s'est troublé enfin. Le Néogène débuta il y a 23 millions d'années, d'une durée de 21,4 millions d'années. C'est la deuxième période du Cénozoïque, divisée en Miocène et Pliocène. Durant ces périodes, le monde vivant s'est rapproché de son aspect moderne, l'apparition de l'homme étant l'événement le plus marquant de cette période. C'est au cours de cette ère que l'humanité a commencé à faire son entrée dans l'histoire. Dès alors, le monde a vu émerger un tout nouveau maître. Un souverain absolu et inébranlable. Il y a 23 millions d'années, au Néogène. Depuis la fin du Paléogène avec la baisse progressive des températures mondiales, les forêts autrefois luxuriantes n'ont cessé de reculer. Le refroidissement favorisant l'expansion des prairies au détriment des forêts de feuillus. Et l'évolution des mammifères herbivores s'est alors accélérée, notamment les éléphantidés et les rhinocérotidés qui ont commencé à prospérer, visibles à travers l'écran céleste, sur les vastes prairies. Des colosses d'une taille impressionnante avancent à pas lents. Les mâles ont généralement une hauteur au garrot de près de 5 mètres, et les plus grands spécimens peuvent atteindre cette taille. Côté poids, le dénocéium géant peut atteindre les 12 tonnes. Yetianos données estime le poids des mâles à plus de 12 tonnes. Avec des estimations allant même au-delà de 15,6 tonnes, ces mastodontes préhistoriques est appelé le Dénocérium. Sa silhouette rappelle fortement celle des éléphants modernes, mais en bien plus grand. Avec quelques différences, une trompe plus courte et des défenses incurvées vers le bas sur la mâchoire inférieure, le carrure colossal a immédiatement capté tous les regards. Au bout de l'expérience des ères passées, pour espérer régner en maître sur ce monde. La taille et le poids restent des facteurs clés incontournables. Autrefois, les dinosaures s'appuyaient sur leur taille colossale et leur poids de plusieurs dizaines de tonnes pour régner en maître sur le monde pendant des centaines de millions d'années. Bien que l'empire des dinosaures ait disparu dans cette toute nouvelle version, l'avantage de la taille reste un atout indéniable. Et au sein de la cellule de recherche spéciale de Longguo sur Earth Online, Kinlaw s'adressa immédiatement à son assistant. Vite, notez ça. Les éléphantidés semblent très prometteurs pour le moment. Reste à savoir si, dans cette version dite du Néogène, il existe des espèces encore plus gigantesques. Elles s'empressent à dénoter. De nombreux pays ciblaient également les éléphantidés, mais Kinlaw ne montrait aucune hâte.
Les éléphantidés forment une vaste famille comportant de nombreuses branches. Puis apparaissent sur l'écran céleste, comme le stégodon, le gomphotherium. Ou encore le platybolodon. Ces différentes branches tirent leur nom de la forme et de la disposition de leur défense. Notamment le stégodon. En 1973, le stégodon du fleuve Jaune a été découvert dans le district de Eshui, dans la province du Gansu. 6 fossiles de stégodons denses qui mesurent 4 mètres de haut pour 8 mètres de long, avec des défenses atteignant 3,03 mètres. Il s'agit de l'un des plus grands spécimens découverts au monde. Il est l'un des fossiles de stégodons les mieux préservés. Bien que les éléphantidés se divisent en de nombreuses branches, leur gabarit global reste similaire. Pour une grande nation comme l'Ongo, cela offre un large éventail de choses. Sous l'écran céleste, les images continuaient de défiler. Dans la vaste plaine. Outre ces éléphantidés colossaux, d'autres espèces luttaient pour leur survie et se reproduisaient. Les rhinocérotidés entrent aussi en scène. Rhinocéros bicorne, un rhinocéros noir, un rhinocéros blanc, tous font leur apparition. Le rhinocéros est le deuxième plus grand animal terrestre après l'éléphant. Plus petit que les éléphantidés, il s'agit d'un animal herbivore, malgré sa lenteur apparente. Le rhinocéros noir d'Afrique peut atteindre 45 km/h sur de courtes distances. Devant ces spectacles, le visage de Tin Lao reste de marbre. Il déclare calmement, option envisageable. Ma peu recommandé. C'est tout de même un cran en dessous des éléphantidés. Tin Lao ne mise pas trop sur la famille des rhinocéros. Moins imposant, mais doté d'une vitesse de déplacement similaire à celle des éléphants, un peu comme les dinosaures. Un gigantisme implique forcément de la lenteur. Mais un gabarit hors norme suffit à tout écraser. Clairement, comparé aux éléphantidés, les rhinocéros ont peu de chances de dominer l'écosystème. Ils resteront au niveau intermédiaire. Néanmoins, les rhinocérotidés restent une option de secours convenable. Si Yang Chen ne parvient pas à obtenir un éléphantidé lors de la sélection des espèces, il pourra alors se rabattre sur le rhinocéros. Avec leur force, survivre jusqu'au bilan de cette version ne devrait pas poser de problème. Il y a 16 millions d'années, les équidés font leur apparition. Évoluant à partir du Meïchipus, le gabarit est presque identique à celui du cheval moderne. Doté des membres puissants, il possède une aptitude exceptionnelle à la course. Juste après, c'est au tour des cervidés d'entrer en scène. Profitant de l'expansion continue des prairies, les cervidés se diversifient massivement. Le Climacoceras, un cervidé arborant des bois en forme d'échelle, mesure 1,5 m au garrot et ressemble beaucoup au Cercica moderne. Grey Ruff Primitive, avec une hauteur au garrot de 2 à 3 mètres. Doté de larges pattes, sa taille rivalise déjà avec celle de certains éléphantidés. De quoi éblouir les spectateurs. La girafe originelle possède une paire de cornes en forme de V. Le Samosaurim est aussi une branche des cervidés, arborant 2 cornes en forme de banane. Il fit des longs membres. Alocledocerus possède d'immenses bois richement ramifiés. De plus, le Protocéras, le Synthétocéras et le Civater appartiennent également à cette grande famille. Leurs lignées sont complexes et ils pullulent à travers les plaines. À l'instar des bovidés et des caprinés, leurs troupeaux sont gigantesques. Les équidés, les cervidés, à en juger par l'écran céleste, ils ressemblent beaucoup aux animaux que nous connaissons aujourd'hui. Vu leur morphologie, ils possèdent sans doute un avantage en termes de vitesse. Un atout majeur pour la compétition écologique. C'est peut-être aussi une espèce d'avenir. Le vénérable King analysait calmement la situation, tandis que les chercheurs s'empressaient de tout noter. Bien que les mondes extérieurs ne puissent pas intervenir durant la phase de sélection. L'observateur de la civilisation pourra obtenir un soutien externe lors de la phase d'intervention active. Ces données serviront alors de référence. Dans le pire des cas, elles pourraient s'avérer utiles pour la prochaine version. Les images de l'écran céleste défilent rapidement. Ce n'est qu'un aperçu de la version, visant à donner un aperçu général de ce à quoi ressemblait le monde à cette époque. Hélène ne s'attarde donc pas longtemps sur une seule espèce. Un nouveau prédateur apparaît à l'écran. Un membre de la sous-famille des Machairodontinae. Liumachairodus, c'est bien lui, avec une hauteur au garrot d'environ 1,2 m. Ceux vivants en Afrique peuvent dépasser 3,5 mètres de long, avec des membres élancés. Son corps est extrêmement robuste. Le plus frappant reste ces 2 canines semblables à des cimetières. Des véritables dents de sabre de plus de 10 cm de long. Il appartient à une branche collatérale de l'évolution des grands félins. E.T. le super prédateur incontesté de son époque. Le Smilodon Populator pouvait peser entre 220 et 436 kg. Soit pose du double du poids moyen d'un lion sauvage moderne. Rapide comme l'éclair à la course, sa puissance était tout simplement sans égale. Sans l'écran céleste, on voyait même le tigre à dents de sabre chasser des colosses de la famille des éléphants. Qui a immédiatement stupéfait tous les spectateurs. Grâce à son agilité fulgurante et ses canines mortelles, le tigre à dents de sabre s'est imposé comme le super prédateur des plaines, même s'il n'inspirait pas la même terreur gigantesque qu'un dinosaure. Les images féroces de ses chasses aux grands mammifères ont profondément marqué les esprits. Sa puissance et sa férocité ont sans l'ombre d'un doute conquis tout le monde. Le regard du vieux King se fit plus intense. Bien que le tigre à dents de sabre ne soit pas si grand, le fait qu'il puisse chasser les plus grandes créatures apparues jusqu'ici prouve sa domination absolue au sein de sa niche écologique, se plaçant sans doute tout en haut de la chaîne alimentaire. De plus, la sous-famille des Machairodontina est extrêmement vaste, regroupant notamment Machairodus, Paramachairodus, Homocerium, Meganterium, Smilodon, Dinophilus et bien d'autres. Tout comme chez les éléphantidés, leurs tailles peuvent varier, mais dans l'ensemble, ils partagent tous de grandes similitudes. Cela signifie que les félins à dents de sabre sont presque tous des super prédateurs au sommet de leur niche écologique. Selon les archives, les félins à dents de sabre ont encore plus de chances que les éléphantidés de devenir les maîtres du monde. Espérons seulement que Yang Chen saura lui aussi y voir clair. L'écran céleste, c'est déjà du spoil à ce niveau. Dites le Douyenting. En effet, l'écran céleste n'est pas réservé à la seule nation du Drogon. Les habitants des autres nations. Pew veut également voir à l'écran la traque des éléphantidés par les félins à dents de sabre. Peut-être que les félins à dents de sabre seront la clé de cette version, tout comme les dinosaures. Quant aux ursidés, l'espèce représentative du néogène est l'Ursavus. Il y vivait dans les jungles, mesurait environ 1 mètre, avait de longs membres et se nourrissait de plantes, d'insectes ainsi que de petits mammifères. Et au Miocène tardif, la hyène géante est apparue, semblable à la hyène tachetée moderne. Des études indiquent que son poids pouvait dépasser les 300 kg.
Ici Cerne et sources suggèrent même qu'il atteignait plus de 380 kg. C'est une taille environ 4 fois supérieure à celle de la hyène tachetée d'Afrique. Un colosse est 4 fois plus imposant que la hyène tachetée actuelle. Qui se nourrissait également de grands mammifères. Il occupait alors le sommet de la niche écologique. Par ailleurs, au cours du Miocène il y a 8 millions d'années, Le Purosaurus régnait dans les eaux de l'Amazonie. C'était l'un des plus grands crocodiliens, long de près de 12,5 mètres, pesant 8,4 tonnes, avec une morsure plus puissante que celle du T-Rex, pouvant atteindre 6900 kg. Elle surpassait de loin celle de n'importe quelle créature vivant sur Terre aujourd'hui. Il était le super prédateur incontesté de cette région à l'époque. Sans aucun doute, il était le super prédateur de l'écosystème de l'époque. Cette espèce a également attiré l'attention de plusieurs pays. Dans un environnement complexe, les créatures capables de se hisser au sommet de la niche écologique ne doivent pas être sous-estimées. Elles représentent des candidats à fort potentiel pour briguer le trône de maître du monde. Le wombo, également connu sous le nom de serpent de wombo. Appartient à la famille éteinte des Matsoidae, et non au python. C'était un serpent massif mesurant environ 5 à 6 mètres de long. il a été découvert pour la première fois dans le parc national des grottes de Naracoorte en Australie. C'est qui en fait la première espèce de serpent éteinte identifiée en Australie. Vivant durant les périodes glaciaires du Pléistocène, il nichait près des points Danse des endroits ensoleillés, pour y embusquer les kangourous, les wallabies et d'autres proies venues s'abreuver. L'espèce ne s'est éteinte qu'il y a environ 50 000 ans. Et l'Argentine magnifique, il y a plus de 6 millions d'années, à la fin du Miocène, était le maître absolu des cieux. Mais en plus de 2 mètres de haut en position debout, son envergure pouvait atteindre 5,8 à 7 mètres, voire 14 mètres au maximum. Y équivaut à la taille d'un avion léger moderne de type Cessna 152. C'était le super prédateur sans rival des plaines de la Pampa à cette époque. Chassent des proies, comme les gonfotères, tout en ayant des habitudes de charognard. Son espérance de vie pouvait atteindre 50 à 100 ans, rivalisant avec celle des humains. Bien que sa corpulence globale ne fût pas gigantesque Par rapport à toutes les créatures célestes de cette période. L'Argentine magnifique est bel et bien le plus grand prédateur volant au monde. Puis entre en scène le véritable titan des océans, le mégalodon, d'une longueur dépassant 20 mètres, each pesant plus de 90 tonnes. À elle seule, l'ouverture de sa gueule géante pouvait atteindre un diamètre colossal de 3 mètres. Il possède la force de morsure la plus phénoménale de toutes les créatures de la version actuelle. Sa taille colossale semble faire ressurgir l'ère des titans, quand les dinosaures régnaient sur le monde. Une longueur de 20 à 30 mètres n'est qu'une base, et un poids de dizaines de tonnes est la norme. Ainsi, cette époque abrite encore des géants, sauf qu'ils ne sont plus adaptés à la terre ferme. Ils ont plongé dans l'océan, y devenant également des super prédateurs. D'innombrables nations à travers le monde sont fascinées par ce souverain des mers. Les images sur la projection céleste continuent de défiler. Il y a 5,8 millions d'années, la scène quitte le bleu profond de l'océan, pour s'ouvrir sur une vaste savane. Des bosques clairs s'émessent et dressent dans un coin de la savane. Dans les branches, et sur les troncs, une troupe d'hominidés a trouvé refuge. Ils peuvent se tenir debout brièvement. Mais la plupart du temps, ils se balancent d'arbre en arbre à la force de leurs bras. Craintif est facilement effrayé. Ils se nourrissent habituellement de fruits sauvages. Ce sont des ardipithèques, mais ils sont trop faibles pour oser fouler le sol. Les flux temporels continuent de fluctuer. Et à l'échelle des dizaines de millions d'années d'évolution, un million d'années n'est qu'un bref et insignifiant instant. Soudain, la ligne temporelle qui défilait s'arrête net sur la marque des 4,4 millions d'années. Nous y voilà, le moment précis du lancement de la nouvelle version. Qui signifie que la bande-annonce de la version est terminée. Depuis la fin du Crétacé, 60 millions d'années se sont écoulées. Comme passé en un clin d'œil. Après avoir subi une apocalypse destructrice, Isimonde a mis des dizaines de millions d'années à renaître à la vie. Le son mécanique d'une notification retentit aux oreilles de tous. L'ère de la mégafaune est révolue, les mammifères entrent en scène. Ils se diversifient en une multitude d'espèces. Une nouvelle compétition est sur le point de débuter. Car l'évolution de la vie ne s'arrête devant aucune volonté. E.T. le nouveau maître du monde est sur le point de s'imposer. La nouvelle version d'Earth Online est désormais en ligne. Observateur de civilisation, vous avez une demi-heure pour sélectionner l'espèce écologique que vous observez. Le jour va commencer. Alors que la voie mécanique s'estompe, les observateurs présents dans l'espace virtuel disparaissent les uns après les autres. Yang Chen voit un flash de lumière blanche éblouir sa vue avant de se dissiper aussitôt. Lorsqu'il rouvre les yeux, le décor a complètement changé. Sous ses pieds, la terre est meuble, et l'air exhale une fraîcheur pure. Comparé à la pollution étouffante de la forêt de béton qu'il subissait toute l'année, cet endroit est infiniment plus agréable. Il se trouve actuellement au cœur d'une immense savane. Une plaine préhistorique d'il y a 4,4 millions d'années. Au loin, on aperçoit de nombreux animaux géants s'activer. C'est actuellement l'étape de sélection des espèces. Une phase cruciale pour toute la suite de l'épreuve. Elle est maintenant plongée dans un état de conscience unique. Tel un créateur. Une simple pensée lui suffit pour accéder et consulter les informations sur toutes les espèces de ce monde. Par la seule force de son esprit, il peut même se téléporter auprès de n'importe quelle créature, pour l'observer et l'étudier de près. Cependant, le temps de sélection étant limité à une demi-heure, il est impossible de toutes les examiner. Il doit se baser sur l'aperçu de la version précédente, pour cibler une catégorie globale, consulte les données pour verrouiller sa cible, puis procéder à une observation de près. Afin de s'assurer que l'espèce choisie correspond aux attentes. Il est important de noter que, inévitablement, il peut arriver que 2 ou plusieurs observateurs de civilisation choisissent la même espèce. Ainsi, en cas de choix identique, les différents parties devront s'affronter dans une épreuve de jeu. La nature de l'épreuve n'est pas prédéterminée. Le jeu aléatoire pouvant être un simple pierre-feuille-ciseau, un duel intellectuel complexé, ou même un affrontement physique direct. Au bout du compte, le vainqueur obtient l'exclusivité sur l'espèce. Tandis que les perdants doivent se rabattre sur un autre choix. Et si le temps imparti s'écoule sans qu'aucun choix ne soit fait, l'attribution sera effectuée au hasard par le système. Sa règle ne s'affiche pas seulement dans l'esprit des observateurs, elles sont également diffusées en direct sur les écrans des spectateurs. Personne n'est surpris, car c'était déjà le cas dans les versions précédentes. Dans le salon de diffusion exclusif de Yang Chen, faisant office de chaîne officielle du pays du dragon. Car ce salon est uniquement dédié à suivre le parcours de Yang Chen. La plupart des spectateurs qui s'y pressent sont de notre pays, bien que beaucoup d'autres préfèrent le salon principal de l'écran céleste, où l'on peut observer clairement la situation de chaque pays. Il va
Sans dire que les tigres à dents de sabre seront les plus convoités. La concurrence s'annonce féroce. Rappelez-vous, le précédent observateur de civilisation. Après l'affrontement face aux États-Unis, le sang a ainsi filé le choix du tyrannosaure. Espérons que Yang Chen assure cette fois. À mon avis, mieux vaut éviter les tigres à dents de sabre. La concurrence est trop rude. Rien que la compétition prend énormément de temps. Si on gagne, tant mieux. Mais si on perd, il ne restera plus beaucoup de temps. C'est clair. Et si on se tape un matchmaking aléatoire, là, ce sera vraiment la fin. Autant choisir directement les éléphantidés. Je trouve que le stégodon est un bon choix. Il est gigantesque. Avec un nom proche du tigre à dents de sabre, il doit être redoutable. Hey, celui du dessus. Tu crois que la famille des éléphants n'est pas prisée? Et puis, notre puissante nation du dragon aurait-elle peur de qui que ce soit? Ne pas viser la première place, c'est comme attendre la mort sans rien faire. Pushing d'après les rumeurs sur le net, Yang Chen a tout l'air d'un joueur qui attend juste la mort sans rien faire. Yang Chen ne pouvait évidemment pas voir les débats qui agitaient le chat du stream. En ce moment même, il passait en revue les fiches des différentes espèces. Toutes les espèces disponibles se matérialisaient sous forme de cartes déployées. Sous les yeux de Yang Chen. Il lui suffisait d'un simple effleurement pour consulter les détails. Cesse d'eau éclaircir dans le vide virtuel, sa cible était déjà bien définie. En effet, ne pas viser la première place, autant attendre la mort sans rien faire. Dès son entrée dans le jeu, Yang Chen avait déjà arrêté sa décision. Quand on parle de maître absolu du monde, il n'imaginait pas, à cette époque où les dinosaures avaient disparu, quelle espèce pourrait égaler le légendaire redoutable singe bipède. Ce surnom de redoutable singe bipède est une boutade, qui désigne les primates à partir de l'Ardipithecus ramidus, c'est-à-dire les ancêtres de l'humanité. Et Ardipithèque est une sorte de frontière évolutive, marquant la transition progressive du singe vers l'homme. Bien sûr, à ce point temporel d'il y a 4,4 millions d'années, l'Ardipithèque était en réalité bien faible. Face aux nombreux grands prédateurs de la même époque, l'Ardipithèque n'était qu'une créature chétive luttant pour sa survie dans l'ombre des géants. Sa véritable métamorphose ne débute qu'avec la maîtrise du feu et des outils. Selon le cours normal de l'évolution, il lui faudrait encore au moins 2 millions d'années d'évolution pour pouvoir être qualifié de véritable terrifiant singe bipède. Ici là, le néogène sera déjà terminé. Et en d'autres termes, cette version du jeu sera également finie. S'appuyer sur l'Ardipithèque pour décrocher la première place est quasiment impossible. Mais c'est sans oublier que Yang Chen, en tant qu'observateur de civilisation, dispose de 3 occasions d'intervenir activement dans le processus de l'évolution. Pour faire simple, c'est comme un cheat code, avec les bonnes manipulations. Cela permet de raccourcir considérablement le processus d'évolution. Les choix est donc désormais évident. Aucune espèce dans ce monde n'a un plus grand potentiel évolutif que le terrifiant singe bipède. C'est un peu comme un joueur légendaire ultra riche, qui n'aurait pour l'instant que l'apparence d'un petit con de débutant. Sans regard s'est posé sur la carte de l'Ardipithèque. Pendant ce temps, presque tous les autres observateurs avaient déjà choisi leur espèce. E.T. commençait même à les observer de près. Après tout, le temps de sélection n'est que de 30 minutes, chaque seconde compte. Alors que tout le monde se pressait, Yang Chen commence à calmement à analyser les statistiques de l'Ardipithèque. Ardipithèque, force moins 3 étoiles, vitesse de course moins 2 étoiles, réaction neuronale 3 étoiles, endurance 4 étoiles, intelligence 5 étoiles. Consommation d'énergie, 6 étoiles. 10 statistiques à 6 dimensions très claires, sur une échelle de 10 étoiles. De toute évidence, les statistiques de l'Ardipithèque sont médiocres. Passe encore. Force faible, vitesse lente, endurance médiocre. Seule l'intelligence s'en sort un peu mieux. Mais sa consommation d'énergie culmine à un niveau effrayant de 6 étoiles. Si, qui signifie qu'il a besoin de bien plus d'énergie pour maintenir ses fonctions vitales. Dans la nature, c'est la marque indéniable d'un taux de survie extrêmement bas. Parmi les autres animaux, même ceux faisant plusieurs fois la taille de l'Ardipithèque, aucun n'a un coût si élevé. Dans cette sélection d'observation des civilisations, à part Yang Chen, aucun observateur ne lui accorderait le moindre regard. Pourquoi Yang Chen s'obstine-t-il à regarder les données de cet Ardipithèque? Du côté de l'équipe de recherche, le vieux Qin observait le flux en direct de Yang Chen, fronçant les sourcils sans s'arrêter, tant ses statistiques étaient faibles. Non seulement en comparaison avec les dinosaures de la version précédente, mais même par rapport aux nombreuses créatures de la version actuelle. Les données de l'Ardipithèque font bien pas le figure. Une statistique de force à 3 étoiles condamne d'avance l'Ardipithèque à perdre face à la plupart des adversaires de même gabarit. Regardez les stats du tigre à dents de sabre à côté, sa seule force atteint 7 étoiles. Sa vitesse de course n'est pas exceptionnelle mais atteint tout de même 5 étoiles. Réaction neuronale, 7 étoiles. Endurance, 6 étoiles. Intelligence, 4 étoiles. Consommation d'énergie, 5 étoiles. Dans l'ensemble, mis à part l'intelligence, toutes ces autres statistiques sont bien au-dessus de la moyenne, avec un coût énergétique normal, ni trop haut, ni trop bas. Et au bout des données globales, c'est le parfait guerrier polyvalent. Dès ces statistiques aussi équilibrées renforcent considérablement sa puissance de combat. E.T. avec ses canines en forme de sabre ultra tranchant. Les tigres à dents des sabres s'assurent le trône de super prédateurs de son écosystème. À l'inverse, pour les espèces plus spécialisées, bien que leurs statistiques soient déséquilibrées, elles excellent de manière spectaculaire dans un domaine précis. Leur force peut par exemple être colossale, atteignant un score impressionnant de 8 ou 9 étoiles. Tandis que leur vitesse ne dépasse pas les 2 ou 3 étoiles. D'un côté, il y a une faiblesse flagrante. De l'autre, un atout majeur pour la compenser. La polyvalence a sa propre logique de survie, et la spécialisation a sa propre stratégie. Dans l'arène impitoyable de la nature, sans un ou deux talents signature, comment espérer s'imposer? Pourtant, dans les statistiques de l'Ardipithèque, le vieux Qin ne voyait absolument aucun point fort. Ah si, sa consommation d'énergie est particulièrement élevée. Mais à quoi bon? C'est juste un énorme défaut amplifié. Et en observant Yang Chen à ce moment-là, le vieux Qin ne put s'empêcher de s'inquiéter. Heureusement, Yang Chen ne s'y attarda pas trop longtemps. Il passa rapidement aux données d'autres espèces, ce qui permit au vieux Qin de pousser un soupir de soulagement. Il semblait que Yang Chen n'agissait pas de manière irréfléchie. E.T. qui voulait simplement comparer les forces et faiblesses de plusieurs espèces.
Cependant, en termes de timing, sur l'écran géant de diffusion, on pouvait voir la progression des autres observateurs de civilisation. Et la plupart d'entre eux ne traînaient pas autant que lui. Il y avait pratiquement tous arrêté leur choix lors de l'aperçu de la version. Leur choix commençait à s'orienter. Après avoir consulté les données, certains commençaient déjà à observer de près leurs espèces cibles. Alors que la demi-heure s'écoulait lentement, Yang Chen ne semblait pas pressé. Analysant les données d'une douzaine d'espèces, il prenait le temps de comparer. Comme le dit le dicton, connais ton adversaire et connais-toi toi-même et tu seras invincible. De toute façon, personne ne lui disputera l'Ardipithèque. Ce rebut absolu de la version. Même si quelqu'un le choisissait, ce ne serait pas un problème. Comme toujours, personne d'autre ne saurait maîtriser un tel compte expert. Car dans ce monde privé de fouilles fossiles, les humains, persuadés d'être une création divine, affichent une supériorité ancrée en eux. Pourtant, Mew n'a jamais imaginé que l'humanité ait pu évoluer à partir de ces faibles. E.T. pitoyable petit singe. Même s'il n'obtenait pas l'Ardipithèque, Yang Chen restait confiant. Dan et sa capacité grâce à ses 3 interventions directes a fait survivre n'importe quelle espèce jusqu'au bilan de fin de version. Après avoir analysé assez de données, Yang Chen passa enfin à l'action. Objectif clair en tête, il cibla l'habitat de l'Ardipithèque et activa la téléportation. L'instant d'après, la silhouette de Yang Chen se volatilisa de la savane pour réapparaître à la lisière d'une forêt clairsemée. Non loin de là, une grande clairière était en pleine effervescence. À première vue, au moins 7 ou 8 personnes s'y étaient rassemblées. Dewi des États-Unis, Natasha de la Russie, Tetsuya Yamagami du Japon. Tous semblaient engagés dans une vive dispute. Situé près d'un lac, cet endroit offrait une source d'eau abondante. Il servait aussi d'habitat au Machaerodus. De toute évidence, si tant de personnes s'y pressaient, ils s'affrontaient tous pour obtenir le droit de choisir le Machaerodus. Les différents camps se disputaient avec acharnement. L'envie de Yang Chen fut discrète, mais elle attira tout de même leur attention. La dispute s'interrompit un instant. Tous les regards convergeaient vers Yang Chen. En le présentant de Longguo, Tetsuya Yamagami plissa les yeux, le regard hostile. S'il y avait bien une catégorie de personnes qui ne pouvaient pas encadrer ici, c'était les représentants de Longguo. En raison de contentieux historiques, les deux camps ne manquaient jamais une occasion de se mettre des bâtons dans les roues. Mon ami, viens-tu toi aussi disputer le droit de choisir le Machaerodus? Natasha, l'observatrice de la civilisation de la nation des ours, était une femme aux longs cheveux blonds ondulés. Si c'est toi, nous pourrions peut-être faire alliance temporairement. E.T. éliminait les autres d'abord. Comparé aux représentants du pays magnifique ou du pays des fleurs de cerisier, Natasha préférait s'allier avec celui de Longguo, car après tout ils étaient voisins. Hey, l'ami de Longguo, tu viens aussi tenter ta chance. Dawi restait très méfiant envers Yang Chen. Tous les regards étaient désormais braqués sur ce dernier. Dans le chat du stream, les spectateurs de Longguo poussèrent un soupir de soulagement. Bien que Yang Chen ait perdu beaucoup de temps, son objectif semblait enfin clair. Le groupe arriva dans l'habitat du Machaerodon. Comme la foule était trop dense et que les disputes faisaient rage, l'épreuve de sélection n'avait toujours pas commencé. Yang Chen avait encore une chance d'y participer. Certes, la concurrence était rude, mais qui sait sur quoi porterait cette épreuve? Ici Yang Chen avait assez de chance pour en sortir vainqueur. Qui restait possible? Après tout, pourtant sous les yeux pleins d'espoir du public, Yang Chen fait un signe de la main pour décliner la proposition de Natasha. Laissez tomber pour moi, battez-vous pour ces bestioles si vous voulez, j'ai déjà ma cible. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Saucé sans se soucier de leur stupeur. Il traversa tout droit le territoire des tigres à dents de sabre. Les observateurs de civilisation n'attirent pas l'attention de la faune. Ils ne risquent donc pas d'être attaqués. Weyent et Yang Chen s'en allaient sans le moindre regret. Le groupe de 7 ou 8 personnes resta pantois. Ces grands favoris pourtant à portée de main, l'abandonnaient-ils vraiment? Après tout, en dehors des tigres à dents de sabre, cette région n'abritait aucune autre espèce puissante. Car chaque prédateur a le sens du territoire. Comme dit le proverbe, 2 tigres ne partagent pas la même colline. S'il refuse le tigre à dents de sabre, va-t-il se rabattre sur des faiblards? Intrigues mais peu enclin à poser des questions. Un concurrent DM1 signifiait une chance de plus de l'emporter. Aussitôt, les 7 ou 8 rivaux se remirent à se disputer férocement. À 10 minutes de la fin, la phase de compétition fut lancée de force. La s'impliquant tous sans exception. Soit ils l'emportaient pour obtenir le droit de choisir le tigre à dents de sabre. Soit ils étaient éliminés et devaient chercher une autre espèce à observer. Soit le temps s'écoulait et le système décidait au hasard. C'était une lutte à mort. Mais tout cela importait peu à Yang Chen, laissant le territoire des fauves derrière lui. Il s'avance d'un pas nerveux vers la forêt clairsemée tout près. Les spectateurs de la nation du dragon étaient perplexes. Sérieux, qu'est-ce que tu fabriques? Un petit patin tout à l'heure, tu aurais eu une chance. Mais là, tu abandonnes sans même essayer. Bientôt, Yang Chen arriva au pied d'un grand arbre. Levant les yeux, il aperçut un petit singe, qui se cachait dans le feuillage tout fou, le fixant d'un regard méfiant. Observant les alentours avec la plus grande prudence, comme si le moindre bruissement pouvait le faire fuir à toutes jambes. Eo, observateur de la civilisation de Longguo, a confirmé son choix d'observation. L'Ardipithèque. Yang Chen sommet sa réponse au système. Comme personne ne le lui disputait, un faisceau de lumière descendit bientôt du ciel. Envelopant Yang Chen et l'Ardipithèque. Une voix de notification mécanique retentit alors. Alors, observateur de la civilisation de Longguo, Yang Chen a confirmé sa cible d'observation. Alors l'Ardipithèque qui est en cours de liaison réussie. Et au sein du groupe de recherche spéciale de Earth Online, la tasse de thé de Monsieur Qui, Louis chapa des mains et se fracassa sur le sol dur. Le thé brûlant qui gicla sur le bas de son pantalon n'y suffit pas à le tirer de sa stupeur. Tous les membres du groupe de recherche semblèrent se figer sur place, les yeux rivés, hébétés, sur l'écran de diffusion en direct. Il s'est trompé de choix, non? Oh, c'est nous qui avons mal. Il a vraiment choisi l'Ardipithèque comme cible d'observation. Ils s'échangèrent des regards interdits. Pousse la salle de recherche résonna d'un concert de souffles coupés. Incroyable, c'est tout simplement incroyable. En tant qu'observateur de la civilisation de Longguo, délaisser autant de créatures puissantes pour choisir d'observer une espèce aussi faible sur tous les plans. Qu'est-ce qu'il fabrique? C'est une vengeance contre la société. À cette idée, Monsieur Qin se rappelait soudainement quelque chose. Dans le dossier de ce Yang Chen, n'était-il pas mentionné qu'il s'est fait larguer par son ex il y a 2 mois? Il me semble que oui. Ses camarades de classe disaient aussi que depuis sa rupture, il n'était plus du tout dans son état normal. Comme s'il avait complètement perdu le goût de vivre. Le vieux Qin avait déjà réalisé que la situation était anormale. Yang Chen avait manifestement un problème d'ordre psychologique. Une personnalité rancunière typique.
Si je ne vais pas bien. Les autres ne s'en sortiront pas mieux. Nommer un tel individu comme observateur de civilisation est un immense danger là. Tout comme à cet instant précis. Je me demandais pourquoi ce type n'arrêtait pas d'étudier les données. En fin de compte, il cherchait quelle créature était la plus faible. C'est fini cette fois. Notre pays du dragon est complètement fini. La salle de recherche résonnait de gémissements. Tout comme la diffusion en direct sur l'écran céleste. D'innombrables pseudos arborant le drapeau du pays du dragon spammaient des points de suspension. Tandis que les spectateurs des autres pays venus se moquer étaient morts de rire. Ha 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 ha, c'est une blague, le pays du dragon. Ils ont vraiment choisi un quadrupède? Serait-il possible qu'il fasse preuve d'esprit Confucéen en nous, laissant volontairement gagner cette manche? Ah chier, c'est tout à fait possible. Au nom du pays de Kaobang, je remercie le pays du dragon. Vous êtes vraiment de braves gens. Le choix de Yang Chen fit l'effet d'une bombe dans le monde réel, car personne ne s'attendait à ce que le représentant de la grande puissance orientale choisisse une créature aussi faible. Bien sûr, faiblesse ne rime pas forcément avec extinction, tout comme ces petits mammifères cachés dans les recoins lors de la version précédente. Ils avaient survécu en misant tout sur la discrétion, leur petite taille et leur grande adaptabilité. C'est ainsi qu'ils avaient survécu à ce cataclysme. Mais pour une telle créature, impossible de prétendre au titre de souverain du monde. Mais au moins ils peuvent survivre et perpétuer leur espèce. Certains petits pays jouent la sécurité en choisissant ce genre de créature. Mais l'Ardipithèque est différent. Ni vraiment grand, ni vraiment petit, d'une taille moyenne. Vauen mais sans aucun atout, à part servir de proie aux prédateurs. Il en a quasiment aucune autre issue. Une telle créature est en fait celle qui a le plus de risque de s'éteindre. Pour les spectateurs de la nation du dragon, c'est le ciel qui s'effondre. Et nous, la nation du dragon gronde de mécontentement. E.T. des spectateurs furieux se mettent à insulter Yang Chen sur son stream. Déversant leur colère, à bout de nerfs. Pendant ces temps, Yang Chen ignore tout de cette colère. Il se doutait bien que son choix ferait grand bruit dans la nation du dragon, mais loin des yeux, loin du cœur. Qui râle autant qu'ils veulent, ça ne lui enlève rien. Là, Dipi est pourtant un dieu absolu du late game. Quand il commencera à s'imposer, qui n'admettra pas que le dieu singe est tout simplement monstrueux. Évidemment, si l'on se demande ce qu'est ce late game, Yang Chen estimait qu'il suffit de débloquer la compétence de lancer pour y parvenir. La demi-heure s'est écoulée, et les choix des différents pays sont désormais clos. La loupe très disputée pour le Macher Rodus a enfin désigné son vainqueur. Contre toute attente, c'est le candidat de la Corée du Sud, Cha Tae-hyun, qui l'a emporté lors de la phase de sélection, s'adjugeant le Macher Rodus. Pour obtenir ses droits d'observation, les États-Unis, quant à eux, sont les premiers éliminés du jeu. Ayant manqué le Macher Rodus, ils ont immédiatement changé de cap. Ils se sont alors tournés vers d'autres espèces de la sous-famille des tigres à dents de sabre. Mais ces créatures étaient toutes extrêmement convoitées. Presque chaque espèce comptait 3 à 4 observateurs de civilisation en compétition. C'est alors que David, des États-Unis, jeta son dévolu. Sir Lord Davis Magnificence, le géant des cieux. Les tigres à dents de sabre étaient les maîtres incontestés de la terre ferme. Alors l'argent Davis Magnificent était le souverain du ciel. Plus haut des gens y avaient prêté attention. Mais David s'est lancé dans la course, a remonté la victoire et choisi l'argent Davis comme sujet d'observation. Chris qui toutes les créatures puissantes aux statistiques exceptionnelles avait trouvé preneur. Bien que Natasha de la nation de l'ours ait perdu la bataille pour le tigre à dents de sabre, elle s'est aussitôt repliée sur les éléphantidés et a réussi à obtenir les droits d'observation du stégodon. Il y avait aussi Tetsuya Yamagami de la nation des cerisiers, réduit à s'en remettre au tirage au sort du système. Il y pensait qu'il ne resterait plus que des espèces insignifiantes et faibles. Alors que tout espoir de victoire semblait perdu, il obtint par hasard la hyène géante. En tant que sujet d'observation, ses statistiques globales s'avéraient plutôt décentes. Plus important encore, la hyène géante est un animal social. Contrairement aux prédateurs solitaires, vivre en meute garantit un taux de survie bien plus élevé. Cette chance insolente a instantanément brisé le moral des spectateurs de la nation du dragon. Avoir un observateur national qui baissait les bras était déjà assez désespérant. En voyant leur rival réduit au tirage aléatoire, ils se sont réjouis pendant à peine 2 secondes. Avant de réaliser que l'espèce obtenue au hasard était bien plus forte que la leur, à quoi bon continuer? Autant abandonner et s'avouer vaincu tout de suite. Dans le chat du direct céleste, les spectateurs de la nation des cerisiers se pliaient en deux de rire. À cet instant, les spectateurs de Longu sont submergés par l'humiliation. Mais ils n'y peuvent absolument rien. Les sujets d'observation des observateurs de chaque civilisation sont verrouillés. La nouvelle version d'Ark Online est officiellement ouverte. Observators veuillez commencer à consigner vos données. Le jeu commence. Alors que la voix mécanique et froide résonne, Fuji les observateurs de civilisation retournent dans l'espace virtuel. Des sièges y sont apparus les uns après les autres. Des images d'Earth Online surgissent devant chacun d'eux. Elles montrent le quotidien de l'espèce qu'ils observent. Et en tant qu'observateurs de civilisation, leur rôle consiste à consigner, à observer, et à utiliser au besoin leurs 3 droits d'intervention directe. Il leur faut ensuite attendre le bilan final du jeu. Tandis que le firmament diffuse en direct l'évolution d'Earth Online. L'évolution est un processus de longue haleine. Une seule version peut s'étendre sur des centaines de milliers voire des millions d'années. Il est impossible de tout observer en temps réel du début à la fin. L'espace virtuel est un lieu hors du temps. Qui comprime la chronologie de toute la version en un mois seulement, présentant les images sous forme de documentaire sans les phases secondaires. Ainsi, on peut ressentir de manière saisissante l'essor et le déclin d'une espèce sur des millions d'années. À cet instant, l'image devient plus nette. Face au dérèglement climatique brutal, la forêt tropicale jadis dense s'est considérablement clairsemée. La distance entre les arbres ne cesse de s'accroître. Est-il les singes ancestraux qui bondissaient de branche en branche, perdent peu à peu l'habitat essentiel à leur survie. Les changements environnementaux décident de la survie des espèces. C'est une vérité ancrée dans l'esprit de tous. Ainsi, sur la chaîne de diffusion exclusive de Yang Chen, d'innombrables spectateurs de Longuo étaient au bord du désespoir. Quel espoir pouvait bien avoir un singe qui ne savait que sauter d'arbre en arbre? Dit d'autant plus que les arbres se faisaient de plus en plus rares, au point de ne plus avoir d'endroit où sauter. En d'autres termes, l'Ardipithèque était au bord de l'extinction. C'était un véritable début infernal. L'image se figea sur un singe en particulier. Celui-là même que Yang Chen venait d'associer. À cet instant, il se cachait parmi les branches,
le regard aux aguets. Les arbres desséchés luttaient, entourés de mauvaises herbes d'un jaune brunâtre. Les fruits sauvages des arbres avaient déjà été dévorés jusqu'au dernier. L'arbre le plus proche se trouvait à 4 mètres de là. C'était une forêt très clairsemée, où presque chaque arbre était espacé de 3 à 4 mètres. Ce singe vivait dans ce bosquet depuis d'innombrables saisons. Quelques-uns de ses congénères y vivaient encore de manière dispersée. Mais le manque de nourriture empêchait le groupe de s'agrandir. À force de puiser dans leurs réserves, le jour viendrait inévitablement où les fruits sauvages seraient épuisés. Et manifestement, ce jour était arrivé. Le petit singe n'avait rien mangé depuis 2 jours. Il sautait d'un arbre à l'autre, faisant des va-et-vient incessants. Les fruits lourds qui pendaient autrefois aux branches avaient été mangés depuis longtemps. Durant ces 2 jours, le petit singe avait parcouru presque toute la forêt. Mais en vain. Ce matin, certains des singes les plus âgés étaient déjà morts de faim, tombés de leur arbre en quelques minutes à peine. Ils avaient été emportés par un tigre à dents de sabre surgissant de la forêt. Le petit singe ne comprenait pas ce que cela signifiait. Mais au plus profond de ses gènes, une voix semblait lui dire « Le sol est dangereux, y poser le pied c'est la mort assurée ». C'était une peur gravée au plus profond de ses gènes. C'est pourquoi il n'avait jamais transgressé cette règle d'or. Mais à cet instant, tournaillé par la faim, il était au bord du gouffre. Déborde sur une branche, il observait le calme apparent des environs, tout en scrutant l'horizon. À une centaine de mètres de là, il aperçut un autre bosquet. Pour lui, c'était comme un autre monde. Peut-être y trouverait-il de la nourriture. Mais cette centaine de mètres était une distance bien trop immense. Impossible de sauter, le vide qui les séparait était un gouffre infranchissable. Qu'au faire? Poussé par l'instinct de survie, son cerveau de la taille d'une orange s'est mis à tourner à plein régime. Ses yeux se posèrent progressivement sur le sol ferme au bas de l'arbre. Au bas de l'arbre. Danger! Danger! Dans tout son corps, chaque cellule semblait hurler et le mettre en garde. Cette immense terreur lui donnait une envie irrépressible de fuir. N'y regarde pas. Fuis sur les branches derrière toi, là où la hauteur garantit la sécurité. Alors il recula, battant en retraite vers des branches plus robustes et qui pelouse et élevées. Il s'y accroupit et se recroquevilla, comme pour apaiser l'angoisse qui bouillonnait en lui. Dans le chat du live, les plaintes se multipliaient. Trop faible, beaucoup trop faible. C'est comme attendre la mort. Même s'il descendait au sol, qu'est-ce que ça changerait? Le sol regorge de prédateurs bien plus féroces. Dans tous les cas, il est mort. Mais qu'est-ce que Yang Chen fabrique? Bon sang, il veut vraiment se venger de la société. Pourquoi avoir choisi une espèce aussi minable, sinon? Mais contrairement aux spectateurs désespérés du live, à cet instant, Yang Chen fixait intensément l'écran devant lui. Il avait conscience qu'un moment historique était peut-être sur le point de se produire. Place qu'un pas, juste un seul pas. Parfois, un simple geste peut suffire à bouleverser tout l'ordre écologique. Partir des riens, passer des arbres au sol. Un pas minuscule, mais suffisant pour façonner l'avenir. La fan torturescent relâche la volonté du jeune singe. Une sensation encore plus douloureuse que la morte elle-même. Le cerveau du jeune singe, pas plus gros qu'une orange, était en proie à un violent combat. Il était incapable de formuler une pensée logique structurée. Seuls 2 instincts primaires s'y affrontaient violemment. La faim et la peur. L'instinct de survie contre l'interdit génétique. Les arbres offraient aux ardipithèques leur espace de survie. Cette hominidé qui vivait il y a 5,8 à 4,4 millions d'années était capable de marcher debout, mais aussi de se déplacer dans les branches. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Les arbres ne suffisent plus à les protéger. Pour survivre, il faut lâcher prise. La faim sembla triompher de la peur. Cette volonté de survie commença à pousser le jeune. Cindy a accompli un acte qu'aucun primate N'avait jamais fait auparavant. Son regard sembla s'endurcir, agrippant la branche à 2 mains. Il allait s'appendre tout son corps dans le vide. Si comportement insolite attira l'attention des autres singes aux alentours. Aucun ne comprenait ce que ce petit être s'apprêtait à faire. Tous penchaient la tête, l'observant avec curiosité. Puis, le petit lâcha brusquement prise et sauta de l'arbre. 16 pieds semblables à des mains touchant le sol ferme. Mais aussitôt la peur l'envahit comme une marée. Il scruta nerveusement les alentours, comme si un danger pouvait surgir à tout instant. Sans une seconde à perdre, l'instinct de survie le poussa à agir. Mains et pieds ancrés au sol, il s'élança dans une course bondissante. In direction dans notre bosquet à 100 mètres de là. Sa vitesse était faible, signe que le danger se rapprochait inexorablement. Comme si des yeux froids et pressants le verrouillaient déjà. Il le fouillait, bondissait, jetant toutes ses forces dans sa course. Sans Mains devenant encombrante, il renonça à leur appui. Son dos courbé se redressa. Ses jambes frêles s'étirant désespérément vers l'avant. Cette follet s'allongeait, sa posture se redressait de plus en plus, passant de la course à 4 pattes à la bipédie. Une centaine de mètres, pour un observateur ordinaire, n'est vraiment rien. Pour n'importe quel spectateur du direct du skyscreen, cette distance s'est franchie en quelques pas, elle est insignifiante. Mais pour le singe ancestral, c'était la frontière avec la mort. Le petit singe finit pourtant par s'élancer, franchissant ce pas sans précédent, et foula véritablement le sol de la terre. Sous ses yeux, la forêt au loin se rapprochait de plus en plus. Dès la course à 4 pattes au redressement du corps pour sprinter, tout s'est passé en un instant. Si vite que le petit singe, sans même s'en rendre compte, avait déjà atteint la lisière de la forêt. Cette fois, il a aperçu au sommet des arbres des fruits succulents et appétissants. D'un bond, il pénétra dans un nouveau monde. La peur s'effaça, et la faim prit le contrôle de son corps. À cet instant, il goûta au fruit de la victoire, un goût amer, mais qui lui permettrait de survivre. Dès le bois clairsemé, de l'autre côté, plusieurs singes affamés avaient déjà atteint la lisière. Ils se passèrent la tête hors des branches, fixant droit devant eux. Ces petits singes qui s'empiffraient, la tête la première, ils venaient de voir de leurs propres yeux ce qui s'était passé. Mais en cet instant, ils ne savaient pas encore réfléchir, ni peser le pour et le contre, et qui encore moins décider s'il fallait le suivre. Pour l'instant, seul l'instinct les guidait, et la faim qui leur tenaillait l'estomac était leur plus puissant moteur. Le geste de ce petit singe semblait ouvrir la voie à un tout nouveau paradigme de survie. Tout comme la première fourmi qui trace un nouveau chemin, d'autres suivront inévitablement la première, et se guidant sur les phéromones laissés derrière elles. La peur les remplissait des fois face à la terre ferme. Mais la faim leur criait que pour survivre, il fallait aller de l'avant. Alors, un deuxième singe céda à l'instinct de la faim. Elle devait survivre, même si l'alarme génétique résonnait dans son cerveau. Dans un bruit sourd, il lâcha sa branche et atterrit au sol. Il commença alors à courir, puis un troisième, un quatrième. De plus en plus de singes foulèrent le sol.
Cette peur logée au plus profond de leur gène s'a dissipé à mesure que le nombre de singes à terre augmentait. À leurs yeux, la Terre ne semblait plus être ce purgatoire truffé de dangers. L'Ardipithecus ramidus venait de trouver une issue pour survivre. Improté par l'effet de groupe, de plus en plus de singes commencèrent à courir vers les bois situés à une centaine de mètres. Sous le chat du direct céleste, les commentaires défilaient. J'avoue qu'au début, je n'avais aucun espoir pour ces singes. Mais allez savoir pourquoi. Voir cette scène me touche un peu. Ah, ils ont beau être faibles, ils ont fini par trouver un moyen de s'en sortir. Au moins, ils n'auront pas à mourir de faim. Mais globalement, c'est sans espoir. Autant oublier. Si migrer sur à peine 100 mètres est si angoissant. Comment une telle espèce pourrait-elle survivre jusqu'au bout? Cette fois, notre nation du dragon est vraiment mal partie. La hyène géante. L'espèce observée par la nation des cerisiers voisines a déjà entamé sa première chasse. Une dizaine de hyènes géantes ont attaqué en meute. Capturant plusieurs girafes primitives d'un coup. Leur puissance de combat est stupéfiante. Et nous, on se réjouit encore d'avoir couru 100 mètres. L'écart est abyssal. Le flux de commentaires reste très pessimiste. Le monde préhistorique regorge de super prédateurs. Ou une créature si faible, qui tremble de peur rien qu'en descendant au sol. Comment pourrait-elle rivaliser avec les autres monstres? Les spectateurs de la nation du dragon sont totalement découragés. Mais l'instant d'après, une scène encore plus angoissante se joua sur l'écran céleste. Le remue-ménage de cette horde de singes sautant au sol et fuyant vers le lointain finit inévitablement par attirer l'attention d'un prédateur. Peut-être qu'au départ, ce prédateur n'aurait jamais imaginé. Quoi, ces singes si craintifs, d'habitude cloîtrés dans leurs arbres? Au soleil de courir ainsi à découvert sur la terre ferme. C'est grâce à cet effet de surprise que les premiers singes ont pu traverser avec succès. Mais la descente successive de 20 ou 30 singes et tout ce vacarme n'ont pas échappé au seigneur local, le tigre à dents de sabre Machaeodus. Armé de canines impressionnantes de près de 30 cm. Ces super prédateurs préhistoriques spécialisés dans l'embuscade de grands herbivores n'eurent à passe une si belle occasion de chasser. Machaeodus s'approcha discrètement, sous les yeux des singes, comme si elle n'avait Dieu que pour la forêt en face, ne songeant qu'à courir droit devant, sans se douter qu'un prédateur s'approchait silencieusement. Le tigre à dents de sabre se tapait lentement au sol. C'est l'instinct même des félins. Lors de la chasse, ils tentent de se faire aussi discret que possible. Appartenant à la lignée des félins, le tigre à dents de sabre possède cette même habitude. Malgré sa stature imposante, en se tapissant ainsi, et en glissant lentement, il était presque impossible à repérer, sans le gros plan diffusé par l'écran céleste. Les spectateurs n'auraient absolument rien remarqué. Au même moment, dans la salle de diffusion exclusive de Chatayoun, de la nation de Gaobang, les mêmes images étaient diffusées. Après tout, c'était le tigre à dents de sabre qu'ils observaient. Dans le salon de diffusion exclusif de Gaobang, de leur point de vue, on pouvait clairement voir une troupe de singes qui, pris d'une folie soudaine, descendaient en masse de leurs arbres. Pour le prédateur, c'était une proie tombée du ciel. Aussitôt, les spectateurs suivirent la scène avec une excitation grandissante. Observant ce super prédateur s'approcher pas à pas en silence, avant de bondir brusquement en un éclair. La charge d'un super prédateur est rapide, précise et impitoyable. Son objectif était clair, et à la vitesse de l'éclair, il terrassa l'une des singes en pleine course. Les deux corps s'affrontèrent dans une lutte féroce. La taille imposante du tigre à dents de sabre frappa alors les spectateurs des deux pays. Son corps massif faisait facilement 2 à 3 fois la taille du singe. Et lorsqu'il se déployait, ses muscles saillants dégageaient une puissance explosive. Le singe n'avait absolument aucune force pour échapper aux griffes de ce mastodonte. Son petit corps fut lourdement plaqué au sol, et malgré ses luttes désespérées, rien n'y faisait impossible d'ébranler un colosse tel que ce tigre à dents de sabre, où ni seule de ses pattes était aussi grosse qu'une tête. Clouant le singe au sol, et exposant son cou fragile, le tigre à dents de sabre ouvrit une gueule terrifiante. Sa structure buccale unique lui permettait une ouverture de gueule impressionnante de 120 degrés, alors que les lions et tigres modernes ne peuvent l'ouvrir qu'à 60 degrés. Une différence monumentale. Ses canines, en forme de sabre, longues de plus de 10 cm, s'enfoncèrent sans cessiter dans le cou du singe, faisant jaillir un sang brûlant. Telle est la technique de chasse du tigre à dents de sabre, plaquer sa proie par sa force brute, plus transpercer ses points faibles de ses canines ultra tranchantes, pour la vider lentement de son sang jusqu'à la mort. Le processus fut extrêmement rapide. L'artère principale sectionnée, les canines assèrent et transpercèrent de part en part le cou fragile du singe, faisant jaillir le sang comme un geyser brûlant. Le tigre à dents de sabre resta de marbre. Ce n'est qu'une dizaine de secondes plus tard qu'il y saisit sa proie inerte dans sa gueule pour s'éloigner lentement. Une chasse nette, une exécution clinique. Entre les singes en fuite étaient terrorisés. La terre reste extrêmement dangereuse. Mais ils n'ont pas d'issue. Témoins de la mort de leurs congénères, ils ne peuvent qu'accélérer le pas pour fuir vers la forêt lointaine. Pas des deuils, pas des larmes. Telle est la nature, d'une cruauté absolue. L'ombre de la mort plane à chaque instant sur le vivant. Pour survivre, ils doivent tout risquer, y compris leur propre vie. Dans le live exclusif de Gaobang, les commentaires défilaient frénétiquement. Une simple partie de chasse avait suffi à plonger tout le pays dans la frénésie. Ils avaient vu la puissance du Machaerodus, et sans aucun doute, ces tigres à dents de sabre étaient un super prédateur de son écosystème. Des études utilisant des répliques dentaires s'imprimées en 3D et des simulations informatiques ont révélé que l'ischionis emblématique du tigre à dents de sabre était l'outil de chasse ultime issu de l'évolution, capable de transpercer efficacement ses proies. Selon l'étude des fossiles, les Machaerodus étaient des tigres à dents de sabre massifs. Une fois leurs canines, longues de près de 120 mm, enfoncé dans la gorge de leur proie, ça laisse y mourir en moins d'une minute. En tant que super prédateur du Pléistocène, il régnait autrefois au sommet de la chaîne alimentaire. Cette fois, Chatayoun avait eu la chance d'obtenir les droits d'observation de cette espèce. Vu la puissance du tigre à dents de sabre, la victoire était déjà dans la poche. Désormais, la seule question était de savoir quel serait son classement final lors du bilan de la version. Et l'ampleur des récompenses qu'il obtiendrait. Plus important encore, la proie chassée cette fois-ci n'était autre que l'Ardipithèque observé par la nation du dragon. Ce qui excitait d'autant plus les citoyens de Gaobang, faisant partie de la même sphère étasiatique lorsqu'ils s'apprêtaient à dénigrer la nation du dragon. Le pays de Gaobang était toujours le premier à monter au créneau, n'y cachant plus depuis longtemps son désir ardent de remplacer cette dernière. En voyant la nation du dragon en difficulté dans Earth Online,
Sa gens étaient plus fous de joie que s'ils avaient trouvé un trésor. In un instant, d'innombrables internautes ont même envahi directement le live de la Nation du Dragon. Il est jubilant et nous nargue ouvertement. Merci au pays du dragon pour ce délicieux repas. Ha 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 ha. Vous voyez la puissance du tigre à dents de sabre. Une bande de singes bons qu'à se cacher dans les arbres n'a aucune chance de résister. Le pays du dragon est bien trop naïf d'avoir choisi un singe comme sujet d'observation. C'est ce qu'on appelle offrir la victoire sur un plateau. Ha ha ha, ne perdez pas espoir. Qui sait, ce singe va peut-être saccager. Le palais céleste, tout comme le Sun Wukong de votre mythologie. Pourtant, Sun Wukong est à nous à la base. L'internaute du dessus, t'es un traître ou quoi? Du côté du pays du dragon, la toile a littéralement explosé. Une bande de bouffons, venant les narguer jusque sous leur nez. En un instant, un torrent d'insultes submergea complètement les commentaires des trolls coréens. Quand il s'agit du nombre, le pays du dragon n'a jamais craint personne. Ce n'est qu'une simple partie de chasse. Ce n'est pas comme si le tigre à dents de sabre avait exterminé l'Ardipithèque. Qu'est-ce que cette bande de bouffons vient brailler? Dans la nature, manger ou être mangé est tout à fait normal, non? Une bande effrontée qui cherche les coups, et ils osent dire que Sun Wukong est à eux. À pas tout voler aux autres, vous savez faire quoi d'autre? Le jour où on arrêtera de vous exporter nos choux, vous ferez moins les malins. Hit encore, ce sont les commentaires les plus polis. La plupart des autres virent carrément aux attaques personnelles directes. Sir Earth Online, même si le pays du dragon est en difficulté. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds par le premier venu. À cet instant, d'innombrables internautes du pays du dragon ont fait front commun, unissent comme un bloc de fer impénétrable. Laisse problème du pays du dragon, ses habitants peuvent en débattre entre eux. Mais depuis quand une bande de bouffons coréens vient y faire son cirque? Face argent majeur. Le peuple du pays du dragon reste extrêmement solidaire. Dans un salon de diffusion exclusif du royaume du dragon, les torrents d'insultes ne suffisaient plus. De nombreux internautes se sont même rués directement sur le salon de diffusion du pays de Gaobang. Le flot dense de commentaires injurieux étouffant complètement les voix de ce dernier. Combien d'habitants compte ce minuscule pays, après tout? Face à ce raz de marée humain, le salon exclusif de Gaobang semblait devenu la chaîne secondaire du royaume du dragon. Yang Chen ignorait tout de la bataille qui faisait rage à l'extérieur. Devant la scène de l'Ardipithèque fraîchement capturé, il restait impassible. La puissance du tigre à dents de sabre était indéniable. Mais pour l'ensemble du clan des Ardipithèques, perdre un ou deux individus n'était qu'une perte insignifiante. En tant qu'observateur de civilisation, sa seule préoccupation était la survie et la prolifération de toute l'espèce. La loi de la nature est celle de la jungle. La loi du plus fort. Une vérité évidente qui se passe de commentaires. Pose le pied sur le sol. C'est affronter directement les dangers de la Terre. Le danger a toujours été le moteur essentiel de l'évolution de la vie. Un environnement trop protecteur annihilerait toute possibilité d'évolution. Ce qui lui importait le plus, c'était le pas sans précédent que venait de franchir l'Ardipithèque. En descendant au sol, les Ardipithèques commençaient à apprendre à marcher et à courir. Sur les images de tout à l'heure, on pouvait déjà clairement distinguer l'Ardipithèque commençant à se redresser, passant de la marche à quatre pattes à la station debout. C'est une étape cruciale, bien plus importante encore que de maîtriser le feu, ou de développer son intelligence. La bipédie est le fondement de tout. Dans tout l'écosystème. Souls, les primates possèdent un tel potentiel? À force de sauter et de grimper dans les arbres, pour mieux saisir les branches, le pied des primates évolue pour devenir plus large. Ce qui offre une meilleure adhérence, condition essentielle de la bipédie. L'Ardipithèque en était le parfait exemple, avec des pieds semblables à des mains. À ce stade, c'est comme s'il marchait sur ses mains. C'est peut-être instable, mais cela lui permet de se tenir debout. Pour les autres animaux, en revanche, c'est une toute autre histoire. Par exemple, la plupart des prédateurs sont digitigrades. Comme les chats, ils se tiennent sur la pointe des pieds, pour marcher sur leurs orteils. Cette morphologie allonge leurs pattes, leur permettant de courir plus vite. Ils peuvent ainsi se dresser brièvement, mais sans pouvoir soutenir tout le poids de leur corps. Quant aux proies, elles sont pour la plupart onguligrades. Cette adaptation est encore plus extrême, consistant à marcher sur le bout des ongles. Qui allongent leurs pattes au maximum, toujours dans le but de sprinter. Pour courir, ils ont sacrifié toute possibilité de marcher debout, renonçant ainsi à une véritable mine d'or. Car seule la bipédie permet de libérer les mains, n'étant plus sollicitée pour la locomotion ou la course. Elles évoluent pour devenir plus agiles, débloquant les capacités de saisir, frapper, pincer, marteler, agripper, tordre, et bien d'autres mouvements. C'est que grâce à ces bases que les mains peuvent fabriquer des outils, les utiliser, et même allumer un feu de leurs propres mains. À l'inverse, toutes les créatures quadrupèdes de la nature sont privées de mains agiles. Même si elles connaissaient la technique du feu par friction, tentent d'y parvenir avec leur gueule, même pendant 100 millions d'années ne produira jamais le moindre feu. Ainsi, la station debout est le fondement de tout. Ce n'est qu'en se dressant que l'on peut dominer le monde. Et cette transition commence déjà à se manifester chez l'Ardipithèque. Yang Chen atteint lui aussi. Il attend le moment où l'Ardipithèque se dressera complètement. Ce sera alors le moment pour lui d'intervenir activement. C'est l'écran céleste. L'attaque surprise du tigre à dents de sabre n'est qu'un épisode mineur. Au prix de la perte d'un des leurs, la trentaine de singes parviennent à atteindre le nouveau bosquet. Les arbres y sont gorgés de fruits, de quoi leur offrir un véritable festin. Pour l'Ardipithèque, les expériences d'aujourd'hui ne se limitent pas à s'être assasiés, mais ça leur a permis de surmonter leur peur du sol. Dire qu'ils l'ont surmonté n'est pas tout à fait exact, ils craignent toujours le sol. Mais l'expérience d'aujourd'hui leur ouvre une voie totalement nouvelle. Comme un code fondamental gravé dans leur chaîne. Ils peuvent fouler le sol. Un premier succès en appellera forcément un second. Bien que ce processus soit jalonné de danger et de mort, l'instinct de survie n'y leur laisse aucun autre choix. Lorsque la nourriture viendra à manquer de nouveau, ils feront encore ce choix. Descendre au sol, migrer vers le lointain, à la recherche de nouveaux bosquets et de nourriture. Une fois, 2 fois, 20 fois, 30 fois. Jusqu'à ne plus du tout craindre le sol et s'y installer pour de bon. Ainsi va l'évolution de la vie, face au danger constant.
apprendre à s'adapter à son environnement. Puis-il exploiter et enfin le conquérir. Le soleil se couche et le ciel s'assombrit peu à peu. Le monde préhistorique ignore la pollution des fumées d'acier. En levant les yeux, On découvre une voûte céleste étoilée, d'une beauté à couper le souffle. Sur une branche, le petit singe qui a fait son tout premier pas aujourd'hui est assis. un temps normal, il aurait déjà sombré dans le sommeil. Mais pas aujourd'hui, car il était repu. C'était la première fois qu'il était aussi gavé, ce qui le rendait mal à l'aise. Tant la gêne le tourmentait, il semblait que seule cette position assise pouvait soulager sa douleur. Alors, il restait assis là, Désœuvré, sans le moindre but. Ses yeux vides clignaient lentement, ses longs poils fins, frémissant au gré du vent. Sans raison apparente, il leva soudain la tête. à travers les branches, il tourna son regard vide vers le ciel. Là-haut, tout était immense, et ses pupilles noires reflétaient l'éclat de la voie lactée. Il semblait comme figé contemplant le ciel. Il avait déjà levé les yeux auparavant, mais ce n'était qu'un regard furtif, rien de plus. À cette époque, la faim dictait ses moindres faits et gestes à tout instant. Mais à présent, la faim avait disparu. Il découvrait pour la première fois le vide de l'oisiveté. Il ne savait pas ce qu'il faisait, simplement captivé par la voûte étoilée. 1 minute, 2 minutes, 1 heure, 2 heures. L'écran céleste restait braqué sur lui. Nous ne savait ce qu'il faisait, ni ce qu'il pensait. En réalité, ses capacités cérébrales ne lui permettaient pas de penser. Et qui parlait de réflexion aurait été absurde. Mais était-ce vraiment le cas? L'écran céleste fit un zoom, suggérant que Yang Chen observait activement ce singe. Mais à quoi cela pouvait-il bien servir? Aux gens du groupe de recherche spécial de Earth Online, le chercheur fixait les images de l'écran céleste. L'image restait figée sur le petit singe contemplant la voûte céleste. Cette scène était bien trop banale, ordinaire. Au cours de la longue progression du jeu Earth Online, cela ne mérite même pas d'être mentionné. En tant qu'observateur de civilisation, E.T. place encore. En tant qu'observateur disposant du pouvoir d'influer sur le développement et l'évolution des espèces, plutôt que de braquer l'objectif sur un singe assis sur une branche en train de rêvasser, Il vaudrait mieux observer d'autres singes encore en activité. afin d'y analyser leur comportement sous tous les angles pour concevoir le prochain plan d'intervention. Si la force est défaut, on la renforce. Si la vitesse est trop lente, On l'accélère. Si le milieu de vie est hostile, il suffit de chercher un habitat plus accueillant sur la carte. In somme, il s'agit de faire tendre l'organisme observé vers sa forme parfaite, si n'est qu'ainsi que l'on peut maximiser le taux de survie de l'espèce observée. C'est ce que font presque tous les autres observateurs de civilisation. tous s'efforcent d'analyser les habitudes de vie de leur espèce, afin d'en identifier les faiblesses. Pourtant, Yang Chen est le seul à sembler porter un vif intérêt à braquer son observation sur un singe oisif. À vrai dire, même le vieux King N'y comprend toujours pas ce que Yang Chen mijote en ce moment. a pas un pur laisser aller. Impossible de trouver une autre explication rationnelle. Les spectateurs du live étaient eux aussi très anxieux. Mais Yang Chen continuait d'observer la scène avec un vif intérêt, tout comme personne ne comprenait ce que la marche debout Signifiait pour l'Ardipithecus ramidus. En cet instant, personne ne pouvait concevoir. c'est que signifiait pour un singe le fait de contempler le ciel étoilé. Ils n'avaient peut-être pas une grande intelligence, leur cerveau de la taille d'une orange, y pouvant abriter l'émergence de la pensée. Même dans un cerveau aussi minuscule, la conscience existait. Cette scène en est la preuve. La pensée n'est peut-être pas ce qui importe le plus. Du moins, c'est le cas pour les proto-singes d'aujourd'hui. Mais l'émergence de la conscience engendre des variations émotionnelles. La joie, la déception, la curiosité, La peur. le courage. Pourquoi fixe-t-il le ciel? Peut-être se demande-t-il simplement si ce qui brille dans le ciel est comestible. Quel goût cela a-t-il? Ou peut-être est-ce simplement que cela attire son regard. Alors il le contemple, sans jamais détacher les yeux. Quelle qu'en soit la raison, il ne fait aucun doute. Qu'à cet instant, le petit singe a éprouvé de la curiosité pour le ciel étoilé, Au cours de sa brève existence, il ne pourra jamais satisfaire cette curiosité. ni jamais toucher ces étoiles scintillantes. Pour le tient, cette curiosité naissante s'est déjà gravée au plus profond de ses gènes. À l'avenir, ses descendants lèveront peut-être la tête par mégarde, pour remarquer eux aussi ce ciel étoilé car ces astres ont toujours été là. Ignobles. Ainsi, au plus profond de leur gène, cette conscience émotionnelle de la curiosité jaillira-t-elle un instinct, de génération en génération, transmise à travers les lignées. Durant 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, des millions d'années. Et après plusieurs millions d'années, cette interrogation qui aura persisté si longtemps trouva enfin sa réponse. Ainsi, pour Yang Chen, c'est un moment historique. Pour les autres, Earth Online N'est qu'un jeu décidant du destin de leur nation. Mais pour Yang Chen en cet instant, il s'agit plutôt d'un voyage à la recherche des origines de l'humanité. La Terre est née il y a 4 milliards 540 millions d'années. La vie est apparue il y a environ 3 milliards 800 millions à 4 milliards 100 millions d'années. Pratique des premiers organismes unicellulaires, elle a évolué sur des milliards d'années. Jusqu'à l'émergence des ancêtres de l'humanité il y a 4 millions 200 000 ans. Il a fallu des milliards d'années pour voir apparaître le premier singe. Et puis qu'il prenne conscience de l'univers étoilé. puis il lui a fallu moins des 5 millions d'années pour s'élancer dans l'espace. Et sa phase d'accélération la plus cruciale a duré moins de 500 ans. Et l'explosion technologique a accompli ce qui était autrefois inimaginable. Et contempler le ciel étoilé revient à découvrir un joyau sur le sol. Alors tout le parcours de la civilisation humaine n'a été que de se pencher pour le ramasser. Yang Chen Futemu, se rappelant la phrase la plus saisissante lue dans sa vie antérieure. Quand le premier singe a levé les yeux vers la voie lactée, Et l'exploration de l'univers par l'humanité était déjà accomplie à 80%. un moment historique digne d'être gravé dans les annales de la civilisation, Yang Chen se concentra alors et prit l'initiative d'observer. Pregnant is not minutieuse. Il couvrit le carnet serré dans sa main, D'où le choc immense qu'il habitait, et que lui seul pouvait comprendre. Sur l'écran céleste, le temps s'accéléra à nouveau. L'essor et le déclin d'une espèce. s'inscrivent toujours dans un temps très long. C'est pourquoi le déroulement du jeu Earth Online défilait à toute vitesse, tel un documentaire. Depuis leur premier pas sur le sol et la découverte de nouveaux gisements de pierre, Ichis avait ainsi assuré la survie de leur clan. cette sagesse de la survie s'était transmise de génération en génération. Lorsque les fruits de cette forêt furent à nouveau épuisés, CS Hominidés durent faire un nouveau choix. Cette fois, faisant preuve d'une plus grande audace. Ils descendirent à nouveau des arbres pour s'aventurer vers des horizons plus lointains. Puisque l'environnement ne permettait plus aux ardipithèques de survivre, ils entamèrent leur migration. Ils iraient là où se trouvait la nourriture. Peu à peu, les forêts cessèrent d'être le refuge indispensable à la survie des ardipithèques. Ils trouvèrent un mode de vie plus adapté, s'établir sur la terre ferme.
Bien que ce chemin fût semé d'innombrables périls, il était que toute la tribu des Ardipithèques dut progresser, constamment traquée par de redoutables super-prédateurs. Ils parvinrent néanmoins à survivre avec une incroyable ténacité, notamment en renonçant à céder de leurs mains pour se déplacer. Et au profit de la marche érigée, certes la marche debout réduisait leur vitesse de course, rendant la fuite particulièrement difficile face aux prédateurs. C'était là un défaut indéniable. Mais les avantages étaient tout aussi évidents. Le premier atout majeur, faut une baisse de la consommation d'énergie. En effet, pour la plupart des êtres vivants, La marche à quatre pattes est très stable, mais comme une transmission intégrale, elle consomme énormément d'énergie. Tandis que la marche sur deux jambes fonctionne comme un pendule inversé, utilisant l'énergie potentielle gravitationnelle pour avancer, ce qui, à réserve d'énergie égale, offrait un avantage décisif. La marche érigée ne consomme en effet qu'un quart de l'énergie requise par la marche quadrupède. Cela signifie que leur indice de consommation, initialement de 6 étoiles, bien que cette consommation reste élevée, c'est une nette amélioration. D+, se tenir debout apporte un avantage physique absolu, celui de la régulation thermique. Le corps d'un quadrupède est parallèle au sol, son dos faisant directement face au ciel. Le soleil y attrape verticalement sur une surface d'exposition trop vaste, ce qui provoque facilement la surchauffe des quadrupèdes. En revanche, avec la marche érigée, seule la tête fait face au soleil, réduisant la surface d'exposition et démultipliant ainsi leur endurance. Les ardipithèques pouvaient marcher plus loin et plus longtemps, ce qui leur permettait de trouver de la nourriture très loin. Il était ainsi de continuer à survivre. Grâce à ce mécanisme, l'ardipithèque, même s'il ne faisait le poids face à aucun prédateur de cette version, a tout de même survécu, montrant même des signes de prospérité. L'écran céleste se figea sur une femelle ardipithèque. Sa ventre était déjà bien arrondi. Une nouvelle vie y prenait forme. Pour l'espèce entière, c'était une renaissance, et surtout l'espoir d'une pérennité. Sous les yeux du monde entier, un nouvel ardipithèque vint au monde. Cependant, c'est précisément à cette étape que les inconvénients de la marche debout apparurent. Dans la salle de direct, les spectateurs de Longuo, qui venaient d'entrevoir une lueur d'espoir, Seiremira aussitôt a froncé les sourcils. Même King Lao avait décelé ce défaut fatal. Sans aucune exagération, cette faille risquait fort de mener l'espèce entière vers l'extinction. Sous l'écran céleste, on pouvait clairement voir, tuer la femelle ardipithèque, en plein accouchement, souffrait le martyr, son visage déformé par une douleur atroce. Le point le plus critique était que, les travails étaient si difficiles, qu'elle affamée poussait des hurlements de douleur instinctifs. Or, à cette époque préhistorique, où la nature régnait sans partage, la clé de la survie pour une espèce faible était de se cacher, était d'échapper aux grands prédateurs. Dans un tel contexte, les cris d'une femelle en train d'accoucher exposaient dangereusement tout le groupe. Le moindre bruit pouvait attirer à tout moment l'attention de redoutables fauves. Heureusement, aucun grand prédateur ne rôdait aux alentours. Mais ce n'est qu'un coup de chance. Et dans une nature pleine de dangers, la chance ne sourit pas à tous les coups. Si difficile accouchement a fait prendre conscience à tous, derrière l'écran céleste, des inconvénients de la bipédie. Et aux uns du groupe de recherche spécial d'Earth Online, le vieux King remonta légèrement ses lunettes de lecture sur son nez. L'air très sérieux. En tant que sommité médical, il avait déjà saisi toute la complexité du problème. La bipédie, bien qu'elle apporte certains avantages, et puis permettre aux ardipithèques de prospérer, présente également des inconvénients qui peuvent s'avérer mortels. Autour de lui, les chercheurs tournèrent tout leur regard vers le vieux King. À proprement parler, l'être humain est le seul animal véritablement bipède sur cette planète, bien que d'autres espèces aient aussi développé cette capacité. Cependant, la plupart de celles ayant subi cette mutation génétique ont été éliminées par la sélection naturelle. Et l'homme est l'une des rares espèces bipèdes à avoir développé la motricité de ses membres antérieurs, et une capacité d'action consciente, tout en parvenant à survivre. Est-il les gorilles ou les singes? Ils peuvent aussi se tenir debout et marcher. Non, s'enquête un jeune chercheur. C'est vrai, dans le règne animal, les gorilles et les singes ont la capacité de se tenir debout, et puis même de marcher sur de longues distances, n'est-ce pas de la bipédie? La réponse est absolument pas. Le vieux King secoua la tête. Si vous observez attentivement, vous constaterez que les gorilles ou les singes marchent pour la plupart avec les jambes arquées. Cela n'a absolument rien à voir avec nous. Tout se joue sur des facteurs clés, la colonne vertébrale, le bassin et les muscles des cuisses. Les gorilles ont un bassin plus large et des jambes plus courtes que les nôtres. Ils peuvent se tenir debout, mais avec des jambes arquées, c'est-à-dire en écartant leurs jambes, afin de maintenir leur équilibre. C'est pourquoi les gorilles, même s'ils peuvent marcher debout, doivent tout de même s'aider de leurs mains pour garder l'équilibre la plupart du temps. De plus, leur marche bipède ne leur permet pas de courir sur de longues distances, ce qui n'a absolument rien à voir avec la nôtre. Dans l'institut, tous hochèrent doucement la tête à ces mots, ou les lueurs de compréhension dans les yeux. La bipédie de l'ardipithèque. Est différente de celle des gorilles, n'est-ce pas? Un chercheur sembla réaliser quelque chose et s'exclama. Le vieux King hocha la tête. C'est exact. J'observe cela depuis longtemps. D'après ce que montre l'écran céleste, depuis les premiers pas de l'ardipithèque jusqu'à sa maîtrise progressive, plusieurs générations se sont succédées avant la maîtrise totale de la bipédie. J'ai constaté qu'il s'agissait d'un processus très progressif. Qu'un instant, le corps de l'ardipithèque s'est redressé, et l'écart entre ses jambes s'est réduit, et au point que sa démarche est devenue presque identique à la nôtre. En d'autres termes, l'ardipithèque a acquis une caractéristique propre aux humains. La conclusion du vieux King fit retenir leur souffle à tous les chercheurs présents, qu'une créature du jeu s'approprie des traits propres aux humains. Est-ce une plaisanterie? L'être humain est la créature la plus parfaite créée par les dieux. Chaque aspect de l'humanité est unique. Comment un singe du jeu pourrait-il posséder des attributs humains? Et quand bien même les humains, même s'ils ne sont pas d'origine divine, ce sont au moins des visiteurs extraterrestres, des êtres supérieurs. Et maintenant, on leur annonce que des créatures inférieures possèdent les attributs d'êtres supérieurs. Cette découverte est absolument explosive. Mais ce n'est pas le plus important. La marche debout. Et c'est une caractéristique propre à nous les humains. Ce n'est pas un attribut auquel des créatures inférieures devraient pouvoir prétendre. Comme le montre l'écran céleste en ce moment même, dit Monsieur King en changeant de sujet. Recent rounds, la tension sur l'écran céleste. Le prix à payer pour la marche debout est le rétrécissement progressif du bassin des ardipithèques. Et plus, à cause de la gravité, le fœtus descend durant son développement. Avec un bassin aussi étroit, il est impossible, contrairement à la plupart des mammifères, d'accoucher sans le moindre effort. En effet,
Chez la plupart des créatures de la nature, qui adoptent une posture quadrupède, la mise au monde se fait presque sans aucune difficulté. Chez les éléphantidés, par exemple, la mère peut accoucher debout aussi facilement que si elle déféque. Le nouveau-né tombe directement au sol mêlé de sang, et il ne reste plus qu'à trancher le cordon avec les dents. C'est encore plus simple pour les ovipares. Ils pondent directement leurs œufs, sans la moindre contrainte. Mais pour la femelle Ardipithèque sur l'écran céleste, c'est une toute autre histoire. Les douleurs de l'accouchement la tourmentent pendant plus d'1 heure. Chaque minute, chaque seconde de ce processus est semée de danger. Au moindre faux pas, la mère et le fœtus risquent d'y laisser la vie. Une telle difficulté d'accouchement est digne d'un mot d'enfer. Dites-moi, à l'époque des prédateurs préhistoriques, quelle espèce pourrait surmonter un tel obstacle pour faire prospérer sa population? Toutes les personnes présentes restèrent silencieuses. À ces mots, chacun prit conscience de la gravité du problème. Un chercheur prit la parole d'un air pensif. La marche debout, c'est une caractéristique propre à l'être humain. La difficulté de l'accouchement, nous y sommes également confrontés, mais à la différence près que nous sommes une forme de vie supérieure. Aucune espèce ne peut nous menacer, mais pour l'Ardipithèque, c'est différent. Avec toutes ces difficultés cumulées, les chances de mener à bien l'accouchement sont d'une faiblesse effrayante. Quand une espèce a du mal, ne serait-ce qu'à se reproduire, n'est-elle pas aux portes de l'extinction? Et ce n'est pas tout. L'analyse du doyen Qin ne s'arrête pas là. Tous fichaient l'écran céleste, observant la femelle qui, par pur miracle, parvenait à accoucher dans la douleur. Mais le nouveau-né était une faiblesse extrême. Incapable du moindre mouvement, la mère était elle aussi épuisée par le travail. L'adulte comme le petit étaient des hommes et totalement sans défense. Devant cette scène, le doyen Qin soupira doucement. C'est tout à fait ce que je redoutais. La bipédie rend l'accouchement extrêmement difficile. Par conséquent, pour que la génération suivante puisse naître, le fœtus ne doit pas attendre d'être pleinement développé dans l'utérus. En d'autres termes, la naissance doit être prématurée. Sans quoi, s'il se développait complètement dans l'utérus, la mère ne pourrait plus accoucher, le fœtus étant devenu trop gros. C'est le cas pour nous les humains, alors que le fœtus n'est pas encore pleinement formé. L'écroulement doit avoir lieu. Voilà pourquoi le nourrisson humain, après sa naissance, Encore besoin d'1-2 ans pour apprendre à marcher? à l'inverse chez les autres mammifères, la plupart des petits peuvent se tenir debout et marcher presque dès la naissance. Un girafon par exemple peut se tenir debout et marcher le jour même de sa naissance. Qingtian, le girafe en douzeau de Hongshan à Nanking, tenait fermement sur ses pattes 2 heures à peine après sa naissance. Les petits animaux comme les veaux ou les agneaux. Ces tiennent debout et tentent de marcher peu après leur naissance. Certains veaux s'élèvent 10 minutes seulement après leur naissance et gambadent dès le lendemain. La bipédie présente donc de nombreux inconvénients. Si les humains peuvent se le permettre, c'est parce que nous sommes des organismes supérieurs. Pour qui donner naissance à des prématurés ne menace pas notre survie. Mais pour l'Ardipithèque, c'est un inconvénient fatal. En disant cela, le professeur Qin avait presque perdu tout espoir. Le coût de reproduction pour cette espèce est tout simplement trop élevé. Face aux autres espèces de l'époque, leur retard est bien trop grand. Pour l'Ardipithecus ramidus, vouloir acquérir les caractéristiques d'une forme de vie supérieure équivaut à courir à sa propre perte. Après l'analyse du professeur Qin, un lourd silence s'installa dans l'institut de recherche. Les paroles du professeur Qin avaient mis en lumière le plus grand défaut de l'Ardipithecus, les révélant de manière brute et implacable à toute l'équipe qu'une espèce si faible prétende aux caractéristiques d'une forme de vie supérieure, sans disposer des aptitudes physiques ni des capacités de survie nécessaires, ni peut mener qu'à une seule issue. L'extinction. Pour faire simple, c'est vouloir avoir les yeux plus gros que le ventre. Aspirer à trop de choses sans avoir les capacités de les assumer. Sous cet angle, l'Ardipithecus n'a absolument aucune chance de survivre dans ce monde préhistorique. N'y a-t-il vraiment aucun espoir? Il me semble qu'il reste encore 3 opportunités d'intervention, non? Un chercheur sembla soudain se souvenir de quelque chose. Le professeur Qin acquiesce, en effet. S'il pouvait intervenir pour forcer l'Ardipithèque à abandonner la bipédie, il y a peut-être encore une chance. Mais c'est là tout le problème. À l'heure actuelle, aucun d'entre nous ne sait dans quel état d'esprit Yang Chen participait à Earth Online. Si elle est nie que par pure ignorance, lors de la phase d'assistance externe, nous pourrons encore lui proposer des suggestions et des solutions. Mais s'il cherche réellement à se venger de la société, le vieux Qin s'interrompit. Mais tout le monde comprit le sens de ses paroles. Si l'Ardipithecus s'éteint, l'écosystème de Longo perdra un maillon essentiel. Selon les études sur les interactions entre terre et les catastrophes naturelles, la dégradation de l'écosystème va multiplier la fréquence des catastrophes naturelles. À ce moment-là, Longo devra faire face à un fléau de plus grande envergure. Une catastrophe naturelle encore plus terrifiante. Voyant l'atmosphère morose de la pièce, le vieux Qin prit une profonde inspiration. Puis il frappa dans ses mains et dit: Bon, quoi qu'il en soit, restons optimistes. Xiaoli, note toutes les données actuelles de l'Ardipithecus, y compris sa structure physiologique. S'il doit y avoir des modifications par la suite, nous devrons étudier quelle partie modifier pour permettre à l'Ardipithecus de revenir à la locomotion quadrupède. Cette erreur doit être corrigée. En tant que groupe de recherche spécialisé sur Earth Online, leur rôle consiste précisément à cela. Faire tout leur possible pour fournir des conseils pertinents et des données de soutien à l'observateur de la civilisation. L'Ardipithecus est une espèce entièrement nouvelle. Iléostitu ne peut mener ses recherches et analyses qu'à partir des données publiées sur l'écran céleste. Après la prise de parole du vieux Qin, tout le monde sembla retrouver un repère. Puis une part l'issue, au moins ils auront tout donné, n'est-ce pas? Sans le stream exclusif du dôme de la Nation du Dragon, les spectateurs n'ont pas les compétences pointues de Monsieur Qin et des experts, mais rien qu'en regardant l'écran, ils comprennent que la situation est critique. Sérieux, ce petit est d'une faiblesse aberrante à la naissance. Plus que faible, la mère semble elle aussi épuisée. Le moindre mouvement semble au-dessus de ses forces. À côté, le stégodon à dents de sabre observé par Natacha du pays de l'ours accouche aussi. Mais là-bas, c'est une autre histoire. Le petit tient debout et court dès sa naissance. Sa défenses n'ont pas encore poussé, mais au moins il peut sauver sa peau. Heureusement que ces Ardipithèques sont en lieu sûr. S'il y avait des prédateurs dans les parages, il se ferait dévorer tout cuit. C'est pas possible. On est plus d'1 milliard dans la Nation du Dragon pour Tian choisit un type qui n'y connaît absolument rien. Comme observateur de la civilisation, les images des spectateurs de la Nation du Dragon se décomposent. Les autres observateurs ont choisi des créatures soit hyper rapides, soit ultra fortes, soit gigantesques, soit dominantes dans cette version. Patnos, on a choisi l'Ardipithèque, une espèce d'une faiblesse aberrante dès le départ. Dire que c'est le bas de la méta serait encore un compliment. Faut cesser de descendre des arbres, traquer sans relâche, ils n'ont jamais cessé de fuir.
La chronologie d'Earth Online s'est accélérée, défilant sur des milliers d'années. Les autres espèces font un carnage ou affichent leur suprématie. Tandis que l'Ardipithèque passe son temps à fuir pour sa survie. Même leur nourriture se résume à des fruits sauvages et des racines trouvées dans le sol. Les herbivores n'ont moins pas à s'en faire pour leur nourriture, la verdure recouvrant tout ce monde préhistorique. Ils n'y n'ont pas non plus la force des carnivores pour chasser des proies. C'était même pire que pour les charognards. Au moins ces derniers ne font pas la fine bouche et mangent tout ce qu'ils trouvent. L'Ardipithèque se retrouvait dans cette situation délicate, incapable de brouter de l'herbe, y n'ayant pas accès à la viande. Combien de temps pouvait-il tenir avec de simples fruits sauvages? Qu'une espèce aussi démunie ait réussi à subsister jusqu'à aujourd'hui relève déjà du miracle. Yang Chen n'entendait pas les lamentations de l'extérieur. En tant qu'observateur de civilisation, il disposait d'un espace isolé, à l'abri de toute interférence. Ce qui constituait une forme de protection pour les observateurs, lui permettant de mener les choses exactement comme il l'entendait. Ça, la bipédie présente de lourds inconvénients. Mais parfois, la plus fatale des faiblesses n'est pas forcément une mauvaise chose. Elle peut même devenir le moteur d'une évolution. Ainsi, Yang Chen n'avait toujours pas l'intention d'intervenir. Ses yeux restaient fixés sur l'écran céleste, tout comme le changement de l'environnement avait contraint l'Ardipithèque à fouler le sol. La vie trouve toujours un chemin pour s'extraire de l'impasse du désespoir. Earth Online s'est abattu sur l'étoile bleue, un monde parallèle, à l'échelle mondiale, dit la créature solitaire aux espèces entières. Tous ont été entraînés dans ce jeu. Seul celui qui parviendra à s'extirper de cette compétition impitoyable pourra prétendre au titre de maître absolu du monde. Les règles du jeu stipulent qu'un candidat soit désigné pour chaque nation. Pour endosser le rôle d'observateur de civilisation, il devra sélectionner, au nom de son pays, une espèce à observer. Si l'espèce observée survit jusqu'à la prochaine version, c'est la victoire. In cas d'extinction, c'est la défaite. Le vainqueur obtiendra des bonus de destinée nationale. Les perdants subiront le châtiment des catastrophes naturelles. Ces statistiques sont vraiment trop basses. Sans même parler des dinosaures de la version précédente. Même comparé à celles de nombreuses créatures de la version actuelle. Les données de l'Ardipithèque font pâle figure. Une statistique de force de 3 étoiles condamne d'avance l'Ardipithèque. Elle ne peut battre la plupart des adversaires de même gabarit. Regardez les stats du tigre à dents de sabre à côté. Rien qu'en force, il culmine à 7 étoiles. Sa vitesse de course n'est pas exceptionnelle, mais atteint tout de même 5 étoiles. Vitesse de réaction neuronale, 7 étoiles. Endurance, 6 étoiles. Seule l'intelligence est en retrait, à 4 étoiles. Pour une consommation d'énergie de 5 étoiles. Globalement, mis à part l'intelligence, presque toutes ces statistiques dépassent la moyenne. Ichi, sa consommation d'énergie reste dans une fourchette normale, modérée. Au vu de ce profil complet, c'est un véritable guerrier polyvalent. Des statistiques aussi équilibrées boostent considérablement sa puissance de combat. Ajoutez à cela ses canines en forme de sabre extrêmement tranchant. Ichi s'assure sans peine le trône de super prédateurs de leur niche écologique. Pour d'autres familles d'espèces, bien que leurs statistiques manquent d'équilibre, elles possèdent un atout hors norme, comme une force herculéenne, pouvant atteindre le score ahurissant de 8 à 9 étoiles. Quitte à ce que leur vitesse plafonne à 2 ou 3 étoiles. Un point faible d'un côté doit être compensé par un atout majeur de l'autre. La polyvalence a ses vertus de survie. La spécialisation extrême a ses propres stratégies. Sur le champ de bataille impitoyable de la nature, sans une arme secrète, sans un talent hors pair, comment espérer survivre? Mais en observant les statistiques de l'Ardipithèque, le vieux King ne voyait vraiment aucun point fort particulier. Ah si, sa consommation d'énergie est particulièrement élevée. À quoi ça rime? Y amplifie-t-il des défauts? Alors, en voyant Yang Chen ainsi, le vieux Qin ne put s'empêcher de ressentir une certaine anxiété. Heureusement, Yang Chen ne s'y attarda pas trop longtemps. Ichi commença rapidement à examiner les données d'autres créatures, ce qui permit au vieux Qin de pousser un soupir de soulagement. Il semblait que Yang Chen n'agissait pas de manière irréfléchie. Ichi qui voulait seulement comparer les forces et les faiblesses de plusieurs espèces. Cependant, en termes de timing, depuis le grand écran céleste de diffusion en direct, on pouvait observer les mouvements des autres observateurs de civilisation. La plupart d'entre eux n'hésitaient pas autant que Yang Chen, ayant déjà déterminé lors de l'aperçu de la version leur choix d'orientation générale. Après avoir consulté les données requises, Stotens commençait déjà à observer de près leurs espèces cibles. Alors que la demi-heure s'écoulait lentement, Yang Chen ne semblait pas pressé. Ayant étudié les données de plus d'une dizaine de créatures, il était bel et bien en train d'analyser et de comparer. Comme le dit l'adage, connais ton adversaire et connais-toi toi-même, et tu seras invincible. De toute façon, personne ne se disputerait l'Ardipithecus ramidus, ce rebut de la méta actuelle. Et même si c'était le cas, cela n'aurait aucune importance. Pour répéter ce qui a été dit, personne d'autre ne saurait gérer un tel compte de haut niveau. Car dans ce monde dépourvu de fouilles fossiles, les humains, qui se croient issus d'une création divine, ont un sentiment de supériorité ancré au plus profond d'eux. Jamais personne n'aurait imaginé que l'humanité ait pu évoluer à partir de ces créatures si faibles. Et qui de ces pauvres petits singes stupides. Même s'il venait à rater l'Ardipithecus ramidus, Yang Chen restait confiant, s'appuyant sur 3 opportunités d'intervention directe, pour faire survivre n'importe quelle espèce jusqu'au bilan de la version. Après avoir analysé suffisamment de données, Yang Chen passa enfin à l'action. Visant d'objectif clair, il sélectionna l'habitat des Ardipithèques et lança la téléportation. L'instant d'après, la silhouette de Yang Chen disparut de la savane. C'est à la lisière d'une forêt clairsemée que la silhouette de Yang Chen réapparut. Non loin de là, dans une vaste plaine, régnaient de grands éclats de voix. En y regardant de plus près, au moins 7 ou 8 personnes y étaient rassemblées. Dewey des États-Unis, Natasha de la Russie, Tetsuya Yamagami du Japon, et bien d'autres, semblaient en plein débat houleux. Situé près d'un lac, cet endroit offrait une source d'eau abondante. Ichi constituait également l'habitat du Machairodus. Visiblement, cet attroupement visait à s'approprier le droit de choisir le Machairodus. Les différentes factions se disputaient férocement. À l'arrivée de Yang Chen fut discrète, mais elle attira tout de même leur attention. La dispute s'interrompit en court instant. Tous les regards se tournaient vers lui. En représentant de Longuo, Tetsuya Yamagami plissa les yeux le regard hostile. S'il y avait bien quelqu'un qui ne pouvait pas s'y porter ici, c'étaient les gens de Longuo. En raison du passif historique, les deux camps ne manquaient jamais une occasion de se mettre des bâtons dans les roues. Mon ami, es-tu toi aussi venu disputer le droit de choisir le Machairodus? Natasha,
l'observatrice de la Russie, était une femme blonde aux cheveux ondulés. Si c'est toi, nous pourrions peut-être former une alliance temporaire. Le temps d'éliminer les autres. Comparé aux représentants des États-Unis ou du Japon, Natasha préférait de loin s'allier avec Longguo. Après tout, ils étaient voisins. L'œil aux gens dans du Longguo, tu viens toi aussi tenter ta chance. Dewey s'est méfié de Yang Chen. Tous les regards restaient braqués sur lui. Dans le chat en direct, les spectateurs du Longguo poussèrent un soupir de soulagement. Même si Yang Chen avait perdu beaucoup de temps, son but était enfin bien défini. Le groupe arriva sur le territoire du tigre à dents de sabre. En raison du monde accumulé, les disputes n'avaient pas encore cessé et la compétition tardait à commencer. Yang Chen avait encore une chance de participer à la compétition. Même si la concurrence était rude, qui savait en quoi consisterait l'épreuve, et si Yang Chen avait assez de chance pour rire le dernier. L'espoir était encore permis. Pour Star. Sous les yeux pleins d'espoir de tous, Yang Chen fait un geste de la main pour décliner la proposition de Natasha. Pas à vous pour cette bête, j'ai déjà ma propre cible. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Sur ce, ignora la stupeur générale. Elle passa tout droit devant le territoire du tigre à dents de sabre. Les observateurs de la civilisation n'attirent pas l'attention des créatures. Ils ne risquent donc pas d'être attaqués. Voyant que Yang Chen passait son chemin sans le moindre regret, les 7 ou 8 personnes rassemblées sur place restèrent stupéfaites. Zhang favori pourtant à portée de main, il l'abandonnait vraiment sans hésiter. Dans cette région, à part le tigre à dents de sabre, il n'y avait aucune autre espèce d'envergure. Après tout, les fauves ont le sens du territoire. Comme dit le proverbe, 2 tigres ne peuvent partager la même montagne. S'il refusait le tigre à dents de sabre, allait-il choisir de faibles proies? Perplex, le groupe n'eut pas envie de poser de questions. Un concurrent de moins signifiait une chance supplémentaire de l'emporter. Aussitôt, les 7 ou 8 observateurs se remirent à s'écharper. À 10 minutes de la fin, la phase de compétition est lancée de force. Les englobant tous. So et l'on gagne jusqu'au bout pour obtenir le droit de choisir le tigre à dents de sabre. So et l'on est éliminé et l'on doit chercher une autre espèce à observer. So et le temps s'écoule et le système attribue une espèce au hasard. C'est une lutte à mort, mais tout cela n'avait aucune importance pour Yang Chen. Dépassant le territoire des tigres à dents de sabre, il se dirigeait nerveusement vers la forêt claire mais non loin de là. Les spectateurs de la nation du dragon étaient stupéfaits. Mais qu'est-ce que tu fabriques mon pote? Ignorant te battre à l'instant tu aurais eu au moins une chance. Maïsa, tu abandonnes sans même y jeter un regard. Bientôt Yang Chen arriva au pied d'un grand arbre. Lèvant les yeux, il aperçut un petit singe, Chris caché dans le feuillage tout fou, révélant un regard craintif. Il observait prudemment les alentours, comme si le moindre bruissement pouvait le faire fuir à toute allure. Alors, observateur de la nation du dragon confirme que sa cible d'observation est l'Ardipithecus ramidus. Yang Chen soumit son choix au système. Puisque personne ne le lui disputait, un faisceau de lumière descendit du ciel. Enveloppant Yang Chen est l'Ardipithecus ramidus. Une voix synthétique retentit alors. Les observateurs de la nation du dragon Yang Chen a confirmé sa cible. L'IS en cours avec l'Ardipithecus ramidus, l'IS en réussi. Et Yuzen du groupe de recherche sur les mystères de la Terre, la tasse que tenait le vieux qui lui échappa des mains et s'écrasa sur le sol dur. Le thé brûlant éclaboussa le bas de son pantalon, sans même parvenir à le tirer de sa stupeur. À cet instant, tous les membres du groupe de recherche semblaient pétrifiés. Leur regard fixait avec stupeur l'écran géant céleste. Il s'est trompé de choix. Ou est-ce qu'on a mal vu? Il a choisi l'Ardipithecus ramidus comme sujet d'observation. Ils s'échangèrent un regard. Et un concert de halètement de stupeur parcourut toute la salle de recherche. Incroyable. C'est tout simplement incroyable. En tant qu'observateur de la civilisation du royaume du dragon, ignorer autant d'espèces dominantes pour choisir précisément une créature faible à tous les niveaux comme sujet d'observation. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut se venger de la société? À cette idée, Monsieur Qing se souvint soudain de quelque chose. Dans le dossier de ce Yang Chen, n'était-il pas mentionné qu'il s'était fait larguer par sa petite amie il y a 2 mois? Il me semble que oui. Ses camarades de classe disaient aussi que depuis qu'il s'est fait larguer, il n'était plus lui-même. Comme ici, n'avait plus aucun goût à la vie. C'est mauvais, mais Su Qing a compris que la situation était grave. Yang Chen a clairement un problème psychologique. Une personnalité typique de vengeance sociale. Si je souffre, alors personne d'autre ne s'en sortira non plus. Laisser une telle personne devenir observateur de civilisation est une menace absolument colossale. La preuve en est à cet instant précis. Je me disais aussi, pourquoi ce type passait son temps à lire les fiches? En fait, il cherchait juste à savoir quelle espèce était la plus faible. C'est fini, cette fois notre royaume du dragon est totalement foutu. Alors que la salle de recherche se lamentait, il en allait de même dans le chat général de la diffusion céleste, où d'innombrables pseudos arborant le drapeau du royaume du dragon spammaient des points d'interrogation à la chaîne. Tandis que les spectateurs étrangers venus assister au spectacle commençaient à mourir de rire. Fou, ha, c'est une blague les gens du pays du dragon. Ils ont vraiment choisi une créature aussi nulle, sérieux. Quel genre d'esprit confucéen essaie-t-il d'incarner? Ils nous font cadeau de la victoire ou quoi? C'est fort possible. Au nom du pays de Gaobang, je remercie le pays du dragon. Vous êtes vraiment de braves gens. Le choix de Yang Chen a provoqué un véritable séisme dans le monde réel. Personne ne s'attendait à ce que le représentant de cette grande puissance orientale choisisse une créature aussi faible. Bien sûr, la faiblesse ne conduit pas forcément à l'extinction, tout comme dans la version précédente, où ces petits mammifères cachés dans l'ombre ont réussi, grâce à leur petite taille, leur discrétion et leur grande adaptabilité, à survivre à ce cataclysme. Ces espèces n'ont évidemment aucune chance de briguer le trône de dominateur mondial. Mais elles peuvent au moins survivre et perpétuer leur lignée. Certains petits pays opportunistes se tourneraient volontiers vers ce type de choix. Mais pour l'Ardipithèque, c'est une autre histoire. Ni trop grand, ni trop petit. Il est trop repérable et n'a aucun atout particulier. À part servir de proie aux prédateurs, il n'a aucun avenir. C'est précisément ce genre d'espèce qui a le plus de risque de s'éteindre. Pour les spectateurs du pays du dragon, c'est un véritable coup de massue. En un instant, la colère et le mécontentement ont envahi le pays du dragon. Dès ce spectateur hors d'eux commence à insulter copieusement Yang Chen sur sa chaîne de streaming, diversant leur frustration sans pouvoir se contenir. Yang Chen lui n'en savait rien. Il se doutait bien que son choix ferait polémique au pays du dragon. Mais loin des yeux, loin du cœur. Qu'il y crie s'ils veulent, ça ne va pas le tuer. L'Ardipithèque était sans conteste une véritable divinité pour la fin de partie.
quand il commencera à briller. Qui ne s'exclamerait pas, le dieu Singh est surpuissant. Bien sûr, si l'on se demande ce qu'est cette fin de partie. Yang Chen estimait qu'il suffirait de débloquer la compétence de lancer pour y parvenir. Une demi-heure s'était écoulée, et la phase de sélection des différents pays avait pris fin. La lutte très disputée pour le match Aerodus à dents de sabre avait enfin trouvé son vainqueur. À la surprise générale, c'est finalement le représentant du pays de Goryeo, Cha Tae-in, qui l'a emporté lors de l'épreuve de sélection, obtenant ainsi le match Aerodus à dents de sabre, BT s'assurant ses droits d'observation. Et les États-Unis sont quant à eux devenus les premiers éliminés du jeu. Ayant manqué leur chance pour le match Aerodus, ils ont immédiatement changé de cible, tentant de se rabattre sur d'autres espèces de la sous-famille des Machairodontina. Mais ces créatures étaient extrêmement convoitées. Presque chaque espèce comptait 3 à 4 observateurs de civilisation en concurrence. C'est alors que David, le représentant américain, jeta son dévolu sur le souverain des cieux, l'Argentavis Magnificent. Et c'est la famille des félins à dents de sabre régnait incontestablement sur le sol. L'Argentavis Magnificent c'était quant à lui le maître absolu des cieux. Très peu de rivaux y avaient prêté attention, et David s'est empressé de s'y engager. Il a remporté la victoire et choisi l'Argentavis Magnificent comme sujet d'observation. Presque toutes les créatures puissantes dotées de statistiques exceptionnelles avaient déjà trouvé preneur. Bien qu'Enatasha du pays des lourds ait échoué dans la lutte pour le tigre à dents de sabre, elle s'est rabattue sur la famille des éléphantidés et a brillamment obtenu les droits d'observation du stégodon. Quant à Tetsuya Yamagami du pays du cerisier, il en a été réduit à un tirage au sort par le système. On pensait qu'il ne restait plus que des espèces insignifiantes et d'une faiblesse extrême. Alors que l'espoir de victoire était infime, voilà qui tire au sort la hyène géante. En tant que sujet d'observation, ces statistiques globales s'avèrent étonnamment bonnes. Plus important encore, la hyène géante est un animal grégaire. Comparé aux prédateurs solitaires, la vie en meute garantit un taux de survie bien plus élevé. Cette chance insolente a complètement brisé le moral des spectateurs du pays du dragon. Les bois composés avec un observateur de civilisation qui baisse les bras étaient déjà assez désespérants. En voyant leur rival réduit à s'en remettre au tirage aléatoire du système, ils ne se sont réjouis que 2 secondes. Quand l'espèce obtenue au hasard s'est avérée bien plus puissante que la leur. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Autant déclarer forfait tout de suite. Dans la zone des commentaires du direct sur l'écran céleste, les spectateurs du pays de Sakura se tordaient de rire. À cet instant, les spectateurs du pays du dragon ressentirent une profonde humiliation, sans pour autant pouvoir y faire quoi que ce soit. Les cibles d'observation de chaque observateur de civilisation sont désormais verrouillées. La nouvelle version d'Earth Online est officiellement lancée. Observators, veuillez commencer vos enregistrements. Le jeu commence. Alors que la froide voie mécanique s'estompe, tous les observateurs de civilisation regagnent l'espace virtuel. Des rangées de sièges y sont désormais installés. Devant chacun d'eux apparaissent les images liées à Earth Online. Sea Images retracent les quotidiens des espèces observées. En tant qu'observateurs de civilisation, leur rôle consiste à consigner, à observer. E.T. a utilisé, le moment venu, leurs 3 opportunités d'intervention directe. Avant d'atteindre le décompte final du jeu, l'écran céleste diffusera également en direct l'évolution d'Earth Online. L'évolution est un processus de longue haleine. Une seule version peut s'étendre sur des centaines de milliers, voire des millions d'années. Naturellement, il est impossible pour les gens de suivre l'observation du début à la fin. L'espace virtuel est un lieu particulier, insensible à l'écoulement du temps. Croyez qu'il compresse la chronologie de toute la version en un mois. Rendant les visuels semblables à un documentaire en omettant les étapes superflues. Ainsi, on peut ressentir de manière intuitive l'évolution d'une espèce sur centaines de milliers, voire des millions d'années, de sa gloire à son déclin. L'image commence alors à devenir nette. En raison des changements climatiques drastiques, la forêt tropicale autrefois luxuriante est désormais devenue extrêmement clairsemée. La distance séparant les arbres ne cesse de s'accroître. Et les singes ancestraux qui sautaient autrefois d'arbre en arbre perdent peu à peu l'habitat dont dépendait leur survie. Le changement environnemental décide de la vie ou de la mort des espèces. C'est une vérité évidente ancrée dans l'esprit de tous. Ainsi, sur la chaîne de diffusion exclusive de Yang Chen, d'innombrables spectateurs de Longo étaient au bord du désespoir. Quel espoir reste-t-il à des singes qui ne savent que sauter d'arbre en arbre? Dit d'autant plus qu'avec la raréfaction des arbres, ils n'ont presque plus d'endroit où s'élancer. D'autres termes, les singes ancestraux étaient au bord de l'extinction. C'est un véritable départ de l'enfer. L'image se fige alors sur un spécimen de singe. Précisément celui auquel Yang Chen venait de se lier. En ce moment, il se cache parmi les branches, scrutant les environs d'un regard vigilant. Les arbres desséchés meurent à petit feu, entourés d'herbes folles jaunâtres. Les fruits sauvages des arbres ont déjà tous été dévorés. Il faut franchir 4 mètres pour atteindre l'arbre suivant. C'est une forêt très clairsemée, où presque chaque arbre est séparé de 3 à 4 mètres du suivant. Ce singe vit dans ce bois depuis on ne sait combien d'années, ou vivent encore, dispersés quelques-uns de ses congénères. La pénurie des nourritures empêche le groupe de s'agrandir. À ce rythme, les fruits sauvages des arbres finiront inévitablement par s'épuiser. Et de toute évidence, ce jour est arrivé. Le petit singe n'a rien mangé depuis 2 jours. En lente et venant d'un arbre à l'autre, les fruits lourds qui pendaient autrefois aux branches ont été dévorés depuis longtemps. En 2 jours, le petit singe a parcouru presque toute la forêt, mais sans rien trouver. Ce matin, des singes plus âgés sont morts de faim. Tombant de l'arbre, en quelques minutes à peine. Ils y sont été emportés par un tigre à dents de sabre surgi de la forêt. Le petit singe ne comprend pas ce que cela signifie. Mais, au plus profond de ses gènes, une voix semble lui murmurer que le sol est dangereux. S'il y appose le pied, c'est la mort assurée. C'est une terreur ancrée au plus profond de ses gènes, alors il n'a jamais enfreint cette règle de fer. Mais à cet instant, affamé, il est aux abois. Perché sur sa branche, il observe les environs en apparence calme, tout en scrutant l'horizon. À une centaine de mètres, il aperçoit un autre bosquet. Pour lui, c'est comme un autre monde. Peut-être y trouverait-il de quoi manger, mais cette centaine de mètres est bien trop longue. Impossible de sauter. Cette distance est un véritable abîme. Quoi faire? Sans cerveau pas plus grand qu'une orange, poussé par l'instinct de survie, et s'est mis à tourner à plein régime. Son regard se pose lentement sur la terre ferme sous l'arbre. Danger! Danger! Chaque cellule de son corps semble hurler et l'avertir. L'immense terreur dans son cœur lui donne presque l'envie de fuir. Ne regarde pas, fuis sur les branches derrière toi. Si n'est qu'en grimpant assez haut que tu seras en sécurité. Alors il recula, se réfugiant sur des branches plus épaisses. E.T. pousse out, s'accroupissant.
C'est recroquevillé pour tenter d'apaiser l'angoisse qui le submergeait. Là, ce commentaire désespéré se multiplie sur le direct. Trop faible. C'est trop faible. En quoi est-ce différent d'attendre la mort? E.T. même s'il descendait au sol, qu'est-ce que ça changerait? Il y a des prédateurs bien plus féroces au sol. C'est la mort assurée dans tous les cas. Mais ici, qu'est-ce que Yang Chen fabrique, bon sang? Vaut-il vraiment se venger de la société? Sinon, pourquoi choisir une espèce aussi minable? Mais loin des lamentations des spectateurs. Yang Chen est totalement concentré, les yeux rivés sur la scène. Il a conscience qu'un moment historique est sur le point de se produire. Plus qu'un pas. Juste un pas. Parfois, un simple geste. Plus bouleverser tout l'ordre écologique. D'où néante à l'existence de l'arbre au sol. Un minuscule pas qui façonnera l'avenir. La faim touche sans cesse la volonté du petit singe. Une sensation Encore plus douloureuse que la mort. sans cerveau, pas plus gros qu'une orange, est le théâtre d'un dilemme déchirant. Incapable de mener une réflexion logique. Ses deux instincts primaires se heurtent violemment en lui. La faim et la peur. L'instinct de survie contre l'interdit génétique. Les arbres offraient un refuge aux ardipithèques. 6 hominidés ayant vécu il y a 5,8 à 4,4 millions d'années. Ils étaient capables de marcher debout mais utilisaient aussi leurs mains dans les arbres. Miles aujourd'hui, l'époque a changé. La forêt ne peut plus protéger ses singes. Pour survivre, une seule solution. Lâcher prise. La faim semblait l'emporter sur la peur. Cette volonté de survie commença à pousser le petit singe à accomplir un geste qu'aucun primate N'avait encore jamais fait auparavant. Son regard s'emba s'affermit un peu. Ses mains agrippant la branche, il a laissé son corps se suspendre dans le vide. Si comportement insolite attira l'attention des singes des arbres voisins, aucun ne comprenait ce que ce petit être s'apprêtait à faire. Il y penchait tous la tête, curieux, jusqu'à ce qu'il lâche brusquement prise. Il sauta de l'arbre pour atterrir sur le sol. 16 pieds des semblables à des mains pris à appui sur le sol ferme. La pure l'assaillit de nouveau, telle une marée. Il balaya nerveusement les environs du regard, comme si le danger allait surgir à tout instant. Pas une seconde à perdre. Son instinct de survie le poussa à agir. Mains et pieds ancrés au sol. Il commença à bondir et courir. Se dirigeant vers un autre bosquet à 100 mètres. Il n'allait pas vite, ce qui signifiait que le danger se rapprochait de lui pas à pas, comme si plusieurs paires d'yeux froids et acérés étaient fixés sur lui. Il fouillait, bondissait, courait frénétiquement, ses mains devenant de plus en plus encombrants. Il renonce alors au soutien de ses mains, redressant peu à peu son dos voûté. Et ses jambes chétives commencèrent à s'élancer désespérément vers l'avant. 6 volets s'allongeaient, sa posture se redressait, passant de la réputation et des bons à la station debout. Cette distance d'une centaine de mètres n'avait rien de bien long, pour être honnête, d'un point de vue ordinaire. Pour quiconque dans la salle de diffusion de l'écran céleste, cette distance s'effranchissait d'un simple pas et ne valait même pas la peine d'être mentionnée. Mais pour le singe ancestral, c'était une frontière de vie ou de mort. Le petit singe finit par s'élancer, franchissant ce pas sans précédent, foulant véritablement le sol de ses propres pieds. Sous ses yeux, la forêt lointaine se rapprochait. De plus en plus près, passant d'une course à 4 pattes à un sprint redressé, debout. Tout cela prit si peu de temps, si court même que le petit singe n'eut pas le temps de s'en rendre compte qu'il atteignait déjà la lisière de la nouvelle forêt. Cette fois, il vit suspendu à la cime des arbres, des fruits particulièrement tentants et appétissants. D'un bond, il pénétra dans un nouveau monde. La peur s'estompa peu à peu, laissant la faim prendre le contrôle de son corps. À cet instant, il savourait les fruits de sa victoire. On peut armer, mais suffisant pour le maintenir en vie. De l'autre côté, dans les bois clairsemés, plusieurs singes affamés s'étaient déjà hissés à la lisière. Ils se passèrent la tête, fixant intensément le côté opposé. Observant le petit singe qui s'empiffrait à pleines dents. Ils venaient de voir de leurs propres yeux ce qui s'était passé. Mais à ce stade, il ne savait pas encore penser ni peser le pour et le contre. Il était encore moins décidé s'il devait le suivre. Pour l'instant, seul l'instinct les guidait, et la sensation de faim tiraillant leur estomac était alors leur plus puissant instinct. Et l'action du petit singe venait d'ouvrir un tout nouveau paradigme de survie. Tout comme lorsqu'une première fourmi trace un nouveau chemin, d'autres fourmis suivront inévitablement sa trace, guidées par les phéromones laissés derrière elles. La peur leur inspirait une profonde terreur de la terre ferme. Mais la faim leur dictait que pour survivre, il fallait aller de l'avant. C'est ainsi qu'un deuxième singe céda à l'instinct de la faim pour survivre. Alors même que l'alerte génétique résonnait dans son cerveau. Clac! Le deuxième singe lâcha prise, la branche tomba au sol, et il commença lui aussi à courir. En deuxième, en troisième, en quatrième. De plus en plus de singes posèrent le pied au sol. Cette peur ancrait au plus profond de leur gène à mesure que les singes touchaient le sol, ni cessaient de s'estomper. À leurs yeux, la terre ne semblait plus être cet enfer semé de dangers. Les ardipithèques avaient trouvé une issue pour survivre. E.T., poussés par l'effet de groupe, ils se mirent à courir vers la forêt située à 100 mètres de là. Sans le chat de l'écran céleste, les commentaires défilaient. J'avoue qu'au début, concernant ces singes, je n'avais aucun espoir. Mais je ne sais pas pourquoi. En voyant cette scène, je suis assez ému. Bien que faibles, ils ont quand même trouvé un moyen de survivre. au moins, ils n'auront pas à mourir de faim de façon atroce. Miles, globalement, il n'y a toujours aucun espoir. N'y comptez pas trop. Rien que de faire 100 mètres de migration nous met dans un état pareil. Comment une telle espèce pourrait-elle survivre jusqu'à la fin? Cette fois, c'est bien mal parti pour notre nation du dragon. Du côté du pays des cerisiers, l'espèce observée est la hyène géante. Ils ont déjà commencé leur première chasse. Une dizaine de hyènes géantes ont attaqué en meute et capturé plusieurs girafes primitives d'un coup. Leur puissance de combat est tout simplement terrifiante. Et nous, on se réjouit pour une course de 100 mètres. L'écart est abyssal. Les commentaires restent très pessimistes. Dans ce monde préhistorique, les prédateurs sont légion. Et une créature si faible, qui tremble de peur rien qu'en descendant au sol. Comment pourrait-elle rivaliser avec d'autres prédateurs? Les spectateurs de la nation du dragon étaient démoralisés. Mais l'instant d'après, une scène encore plus angoissante se joua sur l'écran céleste. Le vacarme est causé par cette horde de singes bondissant au sol et fuyant à toute vitesse. Ils finirent par attirer l'attention d'un prédateur. Au début, même le prédateur n'aurait sans doute jamais imaginé que ce singe si poltron, d'ordinaire terré dans les arbres, oserait de courir ainsi sur la terre ferme avec autant d'assurance. C'est ce qui permit au premier singe de traverser avec succès. Mais à l'heure que 20 ou 30 singes descendaient à leur tour, le vacarme causait finit à pas les trahir, le prédateur suprême qui régnait sur les environs. Le match Yord
Ce tigre doté de canines géantes de 30 cm, un sous-prédateur préhistorique spécialisé dans l'embuscade de grands herbivores, ne risquait pas de laisser filer une telle aubaine. Où Machiro de commença à s'approcher furtivement. Les singes, eux, ne semblaient avoir d'yeux que pour la forêt d'en face. Trop tendus vers leur course en avant. Ils ne se rendaient absolument pas compte qu'une chasseur était en train de fondre sur eux. Le Machiro abaissa lentement son corps. C'est un instinct typique des félins lors de la chasse. Ils font tout pour se rendre invisibles. Faisant partie de la famille des félidés, le Machérode ne dérogeait pas à la règle malgré sa taille imposante. Une fois son corps tapis au sol, son approche lente le rendait pratiquement indétectable. Sans les gros plans offerts par l'écran céleste, les spectateurs ne s'en seraient même pas rendus compte. Au même moment, sur la chaîne de l'observateur coréen, Tahun, les mêmes images étaient diffusées en direct. Ah, c'est précisément le Machérode qu'il était chargé d'observer. Dans sa salle de diffusion exclusive, son angle de vue permettait de voir clairement un groupe de singes pris d'une folie soudaine, se ruer en masse hors de leurs arbres. Pour eux, c'était tout simplement une proie providentielle. À cet instant, tout le monde observait la scène avec enthousiasme. Observant le super prédateur à l'écran s'approcher pas à pas, en silence, avant de bondir soudainement en un éclair. La charge d'un super prédateur se doit d'être rapide, précise et impitoyable. Son objectif était clair, à la vitesse de l'éclair. Il terrassa directement un singe en pleine course. Les deux corps s'empoignèrent instantanément. Le gabarit impressionnant du tigre à dents de sabre apparut clairement aux yeux des spectateurs des deux pays. Son corps massif faisait facilement 2 à 3 fois la taille du singe. Déployant sa silhouette, ses muscles puissants débordaient d'une force explosive. Le singe n'avait absolument pas la force de se dégager de l'étreinte de ce colosse. Son petit corps était plaqué au sol. Il avait beau se débattre de toutes ses forces. Scié fout en vain. Impossible d'ébranler un colosse tel que ce tigre à dents de sabre. Une seule de ses pattes était aussi large qu'une tête. Elle maintenait fermement le singe, exposant sa gorge vulnérable. Le tigre à dents de sabre ouvrit sa gueule terrifiante. Sa structure buccale unique lui permettait une ouverture de mâchoire impressionnante à 120 degrés. Alors que les lions et tigres modernes ne peuvent l'ouvrir qu'à 60 degrés, Une différence tout à fait phénoménale. 16 canines de plus de 10 cm, semblables à des sabres, s'enfoncèrent sans hésiter dans le cou du singe, faisant jaillir un sang bouillant. C'est la méthode de chasse typique du tigre à dents de sabre. Plaquer sa proie et au sol par sa force absolue, pousse enfoncer ses canines serrées dans ses points vitaux. Pour la vider de son sang jusqu'à ce que mort s'en suive, le processus fut extrêmement rapide, la carotide ayant été sectionnée. 16 canines de sabre acérées transpercèrent le cou fragile du singe, l'incendiarisant en un jet sabre brûlant. Le tigre à dents de sabre resta immobile. 10 secondes plus tard, sourd que le singe ne bougeait plus, il saisit sa proie et s'éloigna lentement. Une chasse nette, un massacre chirurgical. Aux alentours, les singes en fuite étaient terrorisés. La terre restait extrêmement dangereuse, mais ils n'avaient pas de repli. Voyant leurs semblables se faire massacrer sous leurs yeux, ils ne purent qu'accélérer le pas et fuir vers la forêt lointaine. Ni deuil, ni larmes, c'est la nature dans toute sa cruauté. Et l'ombre de la mort plane constamment sur chaque créature. Pour survivre, il nous faut tout risquer. Jusqu'à sa propre vie. Dans l'espace de diffusion exclusif de la nation Gaobang, les commentaires défilaient frénétiquement. Une simple chasse avait suffi à plonger tout le pays dans la frénésie. Ils avaient vu la puissance du tigre à dents de sabre. Sans aucun doute, le tigre à dents de sabre était le prédateur ultime de cet écosystème. Des études basées sur des répliques imprimées en 3D et des simulations numériques révèlent que les canines emblématiques du tigre à dents de sabre sont l'arme de chasse ultime façonnée par l'évolution, capables de transpercer efficacement leur proie. Selon l'étude des fossiles, les tigres à dents de sabre comme le Machairodonte étaient massifs. Une fois leurs canines de 120 mm enfoncées dans la gorge de la proie, la mort survenait en moins d'1 minute. En tant que super prédateur du Pléistocène, il y régnait en maître absolu au sommet de la chaîne alimentaire. Cette fois, Shataiyun a eu la chance d'obtenir les droits d'observation de cette espèce. Avec la puissance du tigre à dents de sabre, sa victoire est déjà acquise. Désormais, la seule question est de savoir quel sera le classement final lors du bilan de la version. Quelles seront les récompenses obtenues. Plus important encore, la proie traquée cette fois n'est autre que l'Adipithèque ramidus, observé par la nation du dragon. Ce qui a su réciter encore plus les citoyens du pays de Gaobang. Faisant partie du même cercle d'Asie de l'Est quand il s'agit de dénigrer la nation du dragon. Le pays de Gaobang est toujours en première ligne comme fer de lance. Le désir viscéral de remplacer la nation du dragon ne peut plus être dissimulé depuis longtemps. Aujourd'hui, voyant la nation du dragon en difficulté dans Earth Online, ces gens sont encore plus fous de joie que s'ils avaient trouvé un trésor. En un instant, d'innombrables internautes se sont rués directement sur le canal, des diffusions exclusives de la Nation du Dragon pour se vanter et se moquer ouvertement. Merci à la Nation du Dragon pour ce délicieux repas. Vous voyez la puissance du tigre à dents de sabre. Une bande de singes qui ne savent que se cacher dans les arbres n'ont absolument aucun moyen de résister. La Nation du Dragon est vraiment trop magnanime. Choisir un singe comme sujet d'observation. Est-ce pour nous offrir la victoire sur un plateau? Ne perdez pas courage. Qui sait, ce singe va peut-être lui aussi ravager le palais céleste. Tout comme Sun Wukong dans votre propre mythologie. Shiba. Sun Wukong est à nous à la base. Celui du dessus, tu ne serais pas un traître par hasard. Du côté de la nation du dragon, le chat a littéralement explosé. Une bande de bouffons venait les narguer directement sous leur nez. En un instant, une torrent d'insultes a complètement submergé les commentaires du pays de Gaobang. Quand il s'agit du nombre, la nation du dragon n'a jamais eu peur de personne. Ce n'est qu'une simple partie de chasse. Ce n'est pas comme si le tigre à dents de sabre allait exterminer l'Ardipithèque. Pourquoi cette bande de clowns la ramène-t-elle? Dans la nature, n'est-il pas tout à fait normal de manger ou d'être mangé? Bande des sans-gêne. Et ils osent encore prétendre que Sun Wukong leur appartient. À part tout voler aux autres, vous savez faire quoi d'autre? Le jour où on vous privera de choux, vous ferez moins les malins. Hit encore? Ce sont les commentaires les plus polis. La plupart des autres ont directement dégénéré en attaque personnelle. Pharos Online.
même si la nation du dragon est en difficulté. Elle n'est pas pour autant facile à provoquer. À cet instant, d'innombrables internautes de la nation du dragon ont fait front commun. Unis comme un bloc d'acier indestructible. Les affaires de la nation du dragon, ses habitants peuvent les critiquer eux-mêmes. Mais depuis quand ces guignols ont-ils le droit de faire leur cirque? Face aux grandes questions. Le peuple de la nation du dragon sait se montrer solidaire. Dans le live exclusif de la nation du dragon, insulter dans le chat ne suffisait plus. De nombreux internautes ont carrément envahi le stream adverse. Un tsunami de commentaires furieux a complètement étouffé leur voix, en pays si minuscule. Combien d'habitants peuvent-ils bien avoir? Face à ce raz de marée humain, leur stream exclusif semblait s'être transformé en un second stream pour la nation du dragon. Yang Chen ignorait tout de la bataille qui faisait rage à l'extérieur. Face à la scène de l'Ardipithèque qui venait d'être chassé, il restait parfaitement calme. La puissance du tigre à dents de sabre était incontestable. Mais pour le clan des Ardipithèques, perdre un ou deux individus n'était qu'un détail insignifiant. En tant qu'observateur de la civilisation, seul lui importait la survie et la reproduction de l'espèce entière. La loi de la nature est celle du plus fort. Une vérité absolue qui n'a pas besoin de mots. Hui Kung Fu, le sol doit en affronter les dangers. Le danger a toujours été le moteur essentiel de l'évolution de la vie. Un environnement de serre absolu étoufferait au contraire toute possibilité d'évolution. Ce qui lui importait le plus, c'était le pas sans précédent que venait de franchir l'Ardipithèque. Descendre au sol pour ces Ardipithèques signifiait aussi apprendre progressivement à marcher et à courir. À en juger par les images précédentes, on pouvait déjà clairement voir l'Ardipithèque commencer à se redresser, passant de la quadrupédie à la station debout. C'est une étape cruciale, place importante encore que la maîtrise du feu ou le développement de l'intelligence. La marche bipède est le fondement de tout, dans tout l'écosystème. Seul les primates possèdent ce potentiel. À force de grimper et de sauter de branche en branche, et pour mieux s'y agripper, les pieds des primates ont évolué pour devenir plus larges. Cela offre une meilleure adhérence au sol, condition préalable essentielle à la marche debout. L'Ardipithèque en était le parfait exemple, avec des pieds semblables à des mains. Marcher ainsi revenait presque à marcher sur ses mains. C'était certes instable, mais cela lui permettait bel et bien de se tenir debout. Pour les autres animaux, en revanche, c'est une toute autre histoire. La plupart des prédateurs, par exemple, sont digitigrades, comme les félins, c'est-à-dire qu'ils marchent en prenant appui sur leurs orteils. Cette structure allonge la patte, ce qui leur permet de courir plus vite. Ils peuvent ainsi se dresser brièvement, mais sans pouvoir soutenir tout le poids de leur corps. Quant aux proies, elles sont pour la plupart onculigrades. C'est une adaptation encore plus extrême, semblable à marcher sur le bout des ongles. Leur objectif est d'allonger les membres au maximum, également pour courir à grande vitesse. Pour privilégier la course, ils ont renoncé à toute possibilité de marche debout. Si Iggy revient à passer à côté d'une véritable mine d'or, grâce à la marche debout permet de libérer les mains. Libérée de la locomotion et de la course. Les mains évoluent vers une précision toujours plus grande, débloquant ainsi des gestes comme saisir, frapper, pincer, marteler, tenir, visser et bien d'autres mouvements. Une fois ces conditions préalables réunies, les mains peuvent fabriquer des outils, les utiliser et même faire jaillir le feu à main nue. À l'inverse, pour tous les conduits de la nature, sans mêmes agiles à leur disposition, même s'ils connaissaient la méthode pour faire du feu par friction, essayer de le faire avec leur gueule même pendant 100 millions d'années n'aboutirait jamais à la moindre étincelle. Ainsi, la bipédie est le fondement de tout. Ce n'est qu'en se tenant debout que l'on peut dominer le monde entier. Et cette étape commence déjà à se manifester chez l'Ardipithecus ramidus. Yang Chen atteint lui aussi le moment où les Ardipithèques se tiendront totalement debout. Sera celui où il interviendra activement. Sous l'écran céleste, l'attaque surprise du tigre à dents de sabre n'a été qu'un court épisode. Au prix d'une seule perte, le groupe de 20 à 35 a réussi à s'enfuir vers le nouveau bosquet. Les arbres y regorgent de fruits, de quoi leur offrir un véritable festin. Pour les Ardipithèques, l'expérience d'aujourd'hui ne s'est pas limitée à se remplir le ventre. Elle leur a permis de surmonter leur peur du sol. Parler de surmonter n'est d'ailleurs pas tout à fait exact. Six hominidés craignent toujours le sol. Mais la journée d'aujourd'hui leur a ouvert une toute nouvelle voie. Tel encore de fondamental gravé dans leur gène. Ils savent désormais qu'ils peuvent fouler le sol. Une première réussite en appellera forcément une deuxième. Même si le chemin est pavé de dangers et de mort, l'instinct de survie ne leur laisse aucun autre choix. Face à une nouvelle pénurie de nourriture, ils feront à nouveau ce choix. Poussant les pieds sur le sol, migrant vers le lointain, cherchant de nouveaux bosquets, de nouvelles sources de nourriture. Une fois, 2 fois, 20 fois, 30 fois. Jusqu'à ne plus craindre le sol, jusqu'à véritablement s'y installer pour y vivre. Ainsi va l'évolution de la vie. Face au danger permanent, apprendre à s'adapter à son environnement puis l'exploiter et enfin le conquérir. Le soleil décline. Et le ciel s'assombrit peu à peu, sans la pollution de la brume industrielle. Le monde préhistorique offrait, dès qu'on levait les yeux, une voûte céleste constellée d'étoiles, d'une beauté à couper le souffle. Puck est sur une branche, le petit singe qui avait fait ses premiers pas ce jour-là. S'il tenait assis entre les rameaux, en temps normal, il se serait déjà endormi depuis longtemps. Mais pas aujourd'hui. Il était tellement repu, pour la première fois si lourdement gavé, que cela le gênait. Tourmenté par cette lourdeur, seule cette position assise lui permettait d'apaiser un peu son inconfort. Il restait donc là, assis oisif et sans aucun but. Ses yeux vidaient lentement, tandis que son fin pelage frémissait sous la brise. Sans trop savoir pourquoi, il leva soudain la tête. À travers l'interstice des feuilles, son regard vide se tourna vers le ciel. Face à cette immensité, ses pupilles sombres reflétaient l'éclat de la Voie lactée. Il semblait fasciné, restant là à contempler le ciel. Auparavant, il avait déjà levé les yeux, mais ce n'était qu'un bref regard furtif. Car à cette époque, la faim dictait chacun de ses gestes à tout instant. Mais à présent, rassasié, il découvrait pour la première fois le vide de l'oisiveté. Sans comprendre ce qui lui arrivait, il se laissa submerger par la beauté des étoiles. 1 minute, 2 minutes, 1 heure, 2 heures. Le focus de l'écran céleste s'était figé sur lui. Nous le sait ce qu'il fait, ni sait à quoi il pense. À vrai dire, son cerveau est encore trop peu développé pour lui permettre de penser. E.T. parlait de penser relève de l'absurde. Mais est-ce vraiment le cas? L'écran céleste affiche un gros plan, signe que Yang Chen observe activement ce singe. Mais à quoi bon? Et aux uns de la cellule de recherche spéciale d'Earth Online, les chercheurs observent attentivement les images de l'écran céleste. À cet instant,
L'image reste figée sur le petit singe scrutant la voûte céleste. Une scène bien trop banale, ordinaire, puis dans le long déroulement d'Earth Online, n'y méritait même pas d'être relevée. Pour un observateur de civilisation, disposant en plus du pouvoir d'influer sur le développement et l'évolution des espèces, plutôt que de braquer sa caméra sur un singe apathique sur sa branche, mieux vaudrait observer ceux qui sont encore actifs, afin d'analyser leur comportement et concevoir un plan d'intervention. Renforcer leur force si elle est insuffisante, accélérer leur vitesse si elle est trop lente, ou face à un environnement hostile. L'air trouver un habitat plus clément sur la carte. In somme, il s'agit de mener l'espèce observée vers une forme de perfection. C'est le seul moyen de maximiser les chances de survie de l'espèce. C'est d'ailleurs ce que font presque tous les autres observateurs. Chacun s'efforce d'étudier les habitudes de son espèce pour en déceler les failles. Et y remédier. Mais Yang Chen semble être le seul à vouloir braquer, sans objectif, avec un intérêt manifeste, sur un singe oisif. À vrai dire, même le vieux King, on ne comprenait toujours pas ce que Yang Chen mijotait au juste. À part un abandon total, il n'y avait vraiment aucune autre explication logique. Les spectateurs du stream commençaient eux aussi à s'impatienter. Mais Yang Chen continuait d'y observer la scène avec un vif intérêt, tout comme personne ne comprenait ce que la bipédie. Signifie a été réellement pour l'Ardipithecus ramidu. À cet instant, personne ne pouvait concevoir ce que signifiait réellement un singe contemplant la voûte étoilée. Leur intelligence était limitée, et leur cerveau, de la taille d'une orange, n'y pouvait pas encore abriter la pensée. Même dans un organe aussi minuscule, la conscience existait déjà. Cette scène en est la preuve. Réfléchir n'a peut-être pas d'importance. D'au moins pour ces hominidés primitifs à ce stade. Mais l'émergence de la conscience engendre des émotions. La joie, la tristesse, la curiosité, la peur. Et-il le courage? Pourquoi regardait-il le ciel? Peut-être se demandait-il simplement si ces points brillants dans le ciel se mangeaient. Et quel goût il pouvait avoir. Ou peut-être était-il simplement fasciné, le poussant à regarder encore et encore, sans jamais détacher son regard. Quelle qu'en soit la raison, il ne fait aucun doute que ce petit singe a ressenti une profonde curiosité pour le ciel étoilé. Au cours de sa brève existence, il ne pourra jamais assouvir cette curiosité, ni jamais toucher ces étoiles scintillantes. Pourtant, cette étincelle de curiosité s'est déjà gravée au plus profond de ses... Dans le futur, ses descendants lèveront eux aussi la tête par mégarde et remarqueront cette même voûte étoilée. Car ces étoiles seront toujours là, immuables. Alors, au plus profond de leur code génétique, cette curiosité et cette conscience s'éveilleront comme un instinct primaire. Génération après génération, au fil de la transmission continue du sang. 50, 1000 ans, 10 000 ans, 1 million d'années. 10 millions d'années plus tard, cette interrogation qui persiste depuis des millions d'années trouvera enfin sa réponse. Ainsi, pour Yang Chen, il s'agissait d'un moment historique. Pour les autres, Earth Online n'était qu'un jeu scellant le destin de leur nation. Mais pour Yang Chen à cet instant, cela ressemblait davantage à un voyage d'exploration des origines de l'humanité. La Terre est née il y a 4 milliards 540 millions d'années. Et la vie est apparue il y a environ 3 milliards 800 millions à 4 milliards 100 millions d'années. Commençons par de simples organismes unicellulaires. Après des milliards d'années d'évolution, ce n'est qu'il y a 4 millions 200 000 ans que les ancêtres humains ont émergé. Il a fallu des milliards d'années pour que le premier singe apparaisse. Prenne conscience de l'existence du cosmos étoilé, puis il a fallu moins de 5 millions d'années pour qu'il puisse poser le pied dans l'espace. Et la phase d'accélération la plus critique n'a même pas duré 500 ans, et l'explosion technologique a rendu possible ce qui était autrefois inimaginable. Ici, contempler le ciel étoilé équivaut à repérer un joyau au sol. Alors tout le processus de la civilisation humaine n'a été que de se pencher pour le ramasser. Yang Chen fut profondément ému, se rappelant la phrase la plus percutante qu'il ait lue dans sa vie antérieure. Lorsque le premier singe a levé les yeux vers le fleuve d'étoiles, l'exploration de l'univers par l'humanité était déjà accomplie à 80%. C'était un moment grandiose, digne d'être gravé dans l'histoire de la civilisation. Ainsi, Yang Chen s'apaisa pour observer activement et noter méticuleusement chaque détail. Le carnet qu'il serrait dans sa main témoignait de la profonde stupeur qu'il habitait à cet instant. Mais personne d'autre ne pouvait la comprendre. L'écran céleste commença de nouveau à accélérer. L'essor et le déclin d'une espèce ont toujours constitué un long et lent processus. Ainsi, la progression de cette partie d'Earth Online ressemblait à un documentaire où le temps s'écoule à toute vitesse. Depuis qu'ils avaient foulé le sol pour la première fois et trouvé de nouvelles ressources, ils réussi à assurer la pérennité de leur clan. Cette sagesse de survie s'est transmise de génération en génération. Lorsque les fruits de cette forêt furent de nouveau épuisés, les membres du clan eurent de nouveaux choix à faire. Cette fois, faisant preuve de plus d'audace, ils y descendirent à nouveau des arbres pour viser des horizons plus lointains. Puisque l'environnement rendait leur survie impossible, les ardipithèques commencèrent à migrer, allant partout où se trouvait la nourriture. Peu à peu, la forêt cessa d'être le refuge indispensable des ardipithèques. Ils découvrirent un mode de vie plus adapté, s'installer sur la terre ferme, malgré les innombrables dangers. Et même si, durant ce voyage, les clans des ardipithèques progressaient constamment sous la menace de divers sous-prédateurs prêts à les traquer, ils y survécurent pourtant avec une ténacité incroyable. Grâce notamment à l'abandon de l'usage des mains pour marcher, pour adapter définitivement la bipédie. La marche debout, bien qu'elle réduisit leur vitesse de course, rendant la fuite difficile face aux prédateurs, était un inconvénient indéniable. Mais les avantages étaient tout aussi évidents. Le premier d'entre eux étant une réduction de la consommation d'énergie. En effet, pour la plupart des êtres vivants, la marche quadrupède est très stable, mais à l'instar d'un système 4 roues motrices, elle est très énergivore. Tandis que la marche bipède fonctionne comme un pendule inversé, utilisant l'énergie potentielle gravitationnelle pour avancer. Ainsi, à réserve d'énergie égale. Sans avantage et c'est décisif. La marche debout ne consomme que près d'un quart de l'énergie nécessaire à la marche quadrupède. Cela signifie que l'indice de consommation d'énergie, qui atteignait 6 étoiles, a carrément chuté d'une étoile pour passer à 5 étoiles. Bien que la consommation reste élevée, la situation est bien meilleure qu'auparavant. De plus, la marche debout apporte un avantage physique absolu, celui de la dissipation thermique. Le corps des quadrupèdes est comme parallèle au sol, le dos exposé au ciel. Le soleil tape directement dessus, et la surface d'exposition est trop grande, ce qui provoque une surchauffe rapide des quadrupèdes. En revanche, avec la marche debout, seule la tête fait face au soleil. La surface exposée est plus réduite, ce qui augmente considérablement l'endurance. Les ardipithèques peuvent ainsi marcher plus loin et plus longtemps. Ils peuvent ainsi trouver de la nourriture à de grandes distances. Et qui continuent à survivre,
Grâce à cette évolution, l'Ardipithecus ramidu, même s'il ne fait pas le poids face aux prédateurs de cette version, a tout de même réussi à survivre, montrant même des signes de prospérité. L'image sur l'écran géant se fige sur une femelle Ardipithèque. Son ventre est déjà arrondi, abritant une nouvelle vie en gestation. Pour l'espèce entière, c'est une renaissance, et surtout l'espoir de sa pérennité. Sous les yeux de tous, un nouvel Ardipithèque vient au monde. Cependant, c'est précisément à cette étape que les inconvénients de la marche debout apparaissent. Dans l'espace de diffusion en direct, les spectateurs de Longuo, qui venaient d'entrevoir une lueur d'espoir, se remettent aussitôt à froncer les sourcils. Mais Mehemchin discerne désormais ses défauts fatals. Et il n'est pas exagéré de dire que cette faille pourrait très bien conduire l'espèce entière des Ardipithèques à l'extinction. Sur l'écran géant, on peut clairement voir la femelle Ardipithèque enceinte en train de... Lors de l'accouchement, elle afficha une expression de souffrance extrême. Le visage entièrement déformé par une douleur atroce. Plus crucial encore, le travail fut si éprouvant et difficile que la mère s'est mise à hurler de douleur par pur instinct. Il faut savoir qu'à l'époque préhistorique où vivaient les Ardipithèques, ils faisaient partie intégrante d'une nature sauvage. Pour les espèces vulnérables, la survie reposait sur la fuite et la dissimulation, afin d'échapper aux redoutables prédateurs. Dans ces conditions, les hurlements d'une femelle en plein travail exposaient inévitablement tout le clan au danger. Le bruit généré pouvait à tout moment attirer l'attention de grands fauves. Par chance, aucun grand prédateur ne rôdait aux alentours. Mais ce n'était qu'un répit éphémère au sein d'une nature hostile. La chance ne sourit pas éternellement. Et cet accouchement fit prendre conscience aux spectateurs derrière l'écran des lourds inconvénients engendrés par la bipédie. Et au sein du groupe de recherche spéciale de Ars Online, le doyen Ting ajusta ses lunettes de lecture sur son nez, l'air grave. En tant que figure d'autorité médicale, il avait immédiatement saisi le fond du problème. La bipédie, bien qu'apportant certains avantages, qui permettaient aux Ardipithèques de prospérer, présentait également des inconvénients qui pouvaient s'avérer mortels. Autour de lui, les chercheurs tournèrent leur regard vers le doyen Ting. Et au sens strict, l'humain est le seul animal véritablement bipède sur cette planète. Bien que d'autres espèces aient tenté d'évoluer vers la station debout, seulement, la grande majorité de celles qui ont développé ce gène de la bipédie ont été impitoyablement éliminées par la sélection naturelle. L'être humain est l'une des rares espèces bipèdes à avoir libéré ses membres antérieurs pour y acquérir motricité et initiative consciente tout en parvenant à survivre. Et les gorilles, les singes et autres primates peuvent aussi se tenir debout et marcher, non? Demande à un jeune chercheur. En effet, dans le règne animal, les gorilles et les singes sont capables de se tenir debout, et même de marcher debout sur d'assez longues distances. N'est-ce pas à la considérer comme de la marche debout? En réalité, pas du tout. Le vieux Ting secoua la tête. Si vous observez attentivement, vous verrez que lorsqu'un gorille ou un singe marche, il a le plus souvent les jambes arquées. Comparé à l'humain, si elle n'est pas du tout la même chose. Tout repose sur des facteurs clés, la colonne vertébrale, le bassin et les muscles des cuisses. Le bassin du gorille est plus large et ses jambes sont plus courtes que les nôtres. Ils peuvent se tenir debout, mais avec les jambes arquées, c'est-à-dire en les écartant pour maintenir leur équilibre. C'est why les gorilles et leurs semblables, même s'ils marchent debout, doivent la plupart du temps s'aider de leurs mains pour s'équilibrer. Et que leur marche debout ne leur permet pas de courir sur une longue durée. Si, qui n'a absolument rien à voir avec nous les humains. Dans l'institut, tous hochèrent la tête, une lueur de compréhension dans les yeux. La marche debout de l'Ardipithèque est donc différente de celle du gorille, n'est-ce pas? Un chercheur sembla soudain comprendre et s'exclama. Les vieux Ting hochèrent la tête. Tout à fait, j'observe ce point depuis longtemps. À en juger par l'écran céleste, depuis ses premiers pas jusqu'à sa maîtrise progressive. Si processus s'est étalé sur plusieurs générations, jusqu'à la maîtrise complète de la marche bipède. J'ai constaté qu'il s'agissait d'un processus graduel. Durant cette période, le cou des Ardipithèques est devenu plus élancé, et l'écart entre leurs jambes s'est progressivement rétréci. Jusqu'à ce que leur démarche devienne presque identique à celle de nous, les humains. En d'autres termes, les Ardipithèques ont acquis des caractéristiques propres à l'être humain. La conclusion du doyen Ting fit retenir leur souffle à tous les chercheurs présents. Qu'une créature à l'intérieur d'un jeu acquiert des caractéristiques humaines. Est-ce une plaisanterie? L'être humain est la créature la plus parfaite façonnée par les dieux. Toucher l'homme est unique. Comment un simple singe dans un jeu pourrait-il posséder des attributs humains? Hymen est supposé que les humains ne soient pas l'œuvre de Dieu. Ils seraient au moins des visiteurs extraterrestres, des êtres supérieurs. Leur dire à présent qu'une espèce inférieure possède les traits d'une espèce supérieure. Cette découverte était un véritable choc. Mais ce n'est pas le plus important. La bipédie est-il une caractéristique humaine? Elle ne devrait pas être accessible à des créatures inférieures. Comme le montre l'écran céleste en ce moment même. Le doyen Ting changea de ton, et il redirigea l'attention sur l'écran céleste. Le prix à payer pour la bipédie est le rétrécissement progressif du bassin des Ardipithèques. Des plus, avec le développement du fœtus et l'effet de la gravité vers le bas, un bassin trop étroit rend l'accouchement bien plus difficile que chez la plupart des autres mammifères. En effet, si l'on observe la plupart des créatures de la nature, comme elles se déplacent à quatre pattes, leur accouchement se fait presque sans aucune difficulté. Chez les éléphantidés, par exemple, la mère peut mettre bas debout. Aussi facilement que si elle faisait ses besoins, le fœtus tombe à terre dans le sang. Il suffit de sectionner le cordon d'un coup de dent. Pour les ovipares, c'est encore plus simple. Ils pompent directement, sans aucune contrainte. Mais pour la femelle primate sur l'écran, c'est une toute autre histoire. Les douleurs de l'accouchement l'ont torturée pendant plus d'une heure. Chaque minute et chaque seconde étant truffée de danger. Au moindre faux pas, la femelle et son petit risquaient d'y laisser la vie. Une telle mise bas relève tout simplement d'un niveau infernal, dites-moi, à l'ère des prédateurs préhistoriques. Quoi l'espèce pourrait surmonter une telle difficulté à enfanter tout en parvenant à prospérer? Toutes les personnes présentes restèrent silencieuses. À ce stade, tout le monde prit conscience de la gravité de la situation. Un chercheur intervint, pensif. La bipédie est une caractéristique propre à nous, humains. Les accouchements difficiles, nous les connaissons aussi. Mais à la différence près que nous sommes des formes de vie supérieures et aucune espèce ne nous menace. Mais pour l'Ardipithèque, c'est différent. Face à l'accumulation de ces épreuves, le taux de réussite de la mise bas est ridiculement bas. Ouais! Si une espèce peine autant à se reproduire, n'est-elle pas vouée à une extinction imminente? Et ce n'est pas tout. L'analyse de M. Chin ne s'arrêtait pas là. Les yeux rivés sur l'écran, tous virent que la guenon n'avait survécu que par miracle. Pour mener à bien son accouchement, cependant le nouveau-né était d'une fragilité extrême, incapable du moindre mouvement. La mère, elle aussi vidée de ses forces par l'effort, se retrouvait avec son petit, privé de toute capacité de défense. À cette vue, M. Chin laissa échapper un léger soupir. C'est bien ce que je pensais.
La bipédie rend la mise bas extrêmement difficile. Dès lors, pour assurer la survie de la descendance, on ne peut plus attendre que le fœtus se développe complètement dans l'utérus. Autrement dit, le fœtus doit naître prématurément, car s'il atteignait son plein développement dans l'utérus, la mère ne pourrait plus accoucher, le fœtus étant devenu trop volumineux. C'est aussi notre cas à nous, les humains. Alors que le développement du fœtus n'est qu'inachevé, L'accouchement doit déjà avoir lieu. c'est la raison pour laquelle les bébés humains, même après leur naissance, Ont encore besoin d'1 à 2 années pour apprendre à marcher. alors que chez les autres mammifères, la plupart des petits peuvent se tenir debout et marcher presque dès leur naissance. Par exemple, un girafon peut se tenir debout et marcher le jour même de sa naissance. Au zoo de Hongshan à Nanking, le girafon Qingtian tenait fermement debout seulement 2 heures après sa naissance. Les petits animaux, comme les veaux et les agneaux, Payu va également se tenir debout et essayer de marcher peu après la naissance. Certains veaux se tiennent debout 10 minutes seulement après leur naissance, et gambadent joyeusement dès le lendemain. Ainsi, la bipédie présente de nombreux inconvénients. Si nous, les humains, la pratiquons, c'est parce que nous sommes des êtres supérieurs, et que la prématurité de nos nourrissons n'a que peu d'impact sur notre survie. Mais pour l'Ardipithèque, ce facteur est sans aucun doute fatal. À ces stades, le doyen Qin n'avait presque plus aucun espoir. Pour perpétuer l'espèce, le coût est bien trop élevé. Face aux autres espèces de la même époque, le handicap est immense. Pour l'Ardipithèque Ramidu, vouloir s'approprier les traits d'une forme de vie supérieure revient à courir à sa propre perte. Après avoir entendu l'analyse du doyen Qin, un bref silence s'installa au sein de l'Institut de recherche sur les mystères de la Terre. Les paroles de l'Enekin avaient déjà mis en lumière le plus grand défaut de l'Ardipithèque, en l'exposant clairement aux yeux de tous. Une espèce si faible, cherchant à s'approprier des caractéristiques réservées aux formes de vie supérieures, sans disposer des conditions physiologiques et des capacités de survie requises pour les assumer. Cela ne peut mener qu'à une seule issue: l'extinction. Pour faire simple, c'est l'histoire du serpent qui veut avaler l'éléphant, vouloir trop obtenir, Sans avoir la capacité de maîtriser ce que l'on convoite. de ce point de vue. L'Ardipithèque n'a absolument aucune chance de survivre dans le monde préhistorique. N'y a-t-il vraiment aucun moyen? Il me semble qu'il reste encore 3 opportunités d'intervention. Non. Lance à un chercheur, comme s'il venait de réaliser quelque chose. L'Enekin hocha la tête à ces mots. En effet, s'il pouvait intervenir pour faire renoncer l'Ardipithèque à la bipédie, il y aurait peut-être encore un espoir. Mais c'est là tout le problème. À l'heure actuelle, personne ne sait avec quel état d'esprit Yang Chen participe à Earthson. S'il agit par simple ignorance, lors de la phase d'assistance extérieure, nous pourrions encore lui proposer des suggestions et des solutions. Mais s'il cherche réellement à se venger de la société, l'Enekin laissa sa phrase en suspens. Mais tout le monde comprit ce qu'il voulait dire. Si l'Ardipithèque s'éteint, l'écosystème du Longuo perdra un maillon essentiel. Selon les recherches sur les interactions homme-milieu et les catastrophes naturelles, la dégradation de l'écosystème accentuera la fréquence des catastrophes. À ce moment-là, ce qui attendra le Longuo sera un désastre de bien plus grande envergure. Y a un fléau encore plus terrifiante. Voyant l'ambiance morose dans la salle, le vieux Qin prit également une profonde inspiration. Il frappa dans ses mains et dit: bon, quoi qu'il en soit, nous devons rester optimistes. Xiaoli enregistre toutes les données actuelles de l'Ardipithèque, y compris sa structure physiologique. Nous devons faire des modifications plus tard. Nous devons étudier quelle partie modifier pour permettre à l'Ardipithèque de revenir à une locomotion quadrupède. Cette erreur doit être corrigée. En tant que groupe de recherche spécialisé d'Earth Online, leur travail consiste exactement en cela. Faire tout leur possible pour fournir des conseils avisés et un soutien en données à l'observateur de la civilisation. L'Ardipithèque est une espèce totalement nouvelle. Et l'Institut ne peut mener ses recherches et analyses qu'à partir des données publiques de l'écran céleste. Après l'intervention du vieux Qin, tout le monde sembla retrouver un pilier directeur. Pio importe l'issue. Au moins, ils auront tout donné, n'est-ce pas? Dans le salon de diffusion exclusif de l'écran céleste de la Nation du Dragon, les spectateurs n'avaient pas l'expertise pointue du vieux Qin et de son équipe, mais rien qu'en regardant l'écran céleste, ils pouvaient sentir que la situation tournait mal. Attends, ce petit est beaucoup trop faible à la naissance. Non? C'est pire que de la faiblesse. La mère semble elle aussi complètement épuisée. Le moindre mouvement semble être un luxe. Le stégodon observé par Natacha de la nation de l'ours voisine mais aussi pas. Mais la situation là-bas est complètement différente. Le petit peut courir dès sa naissance. Même si ses défenses n'ont pas encore poussé, au moins, il peut survivre. Heureusement que les Ardipithèques sont actuellement en zone sûre. S'il y avait des prédateurs dans les parages, ne seraient-ils pas à leur entière merci? Au secours, notre nation du dragon compte plus d'1 milliard d'habitants. Pourquoi aurait pu choisir quelqu'un qui n'y connaît rien? Pour devenir observateur de civilisation, les spectateurs de la nation du dragon affichaient une mine sombre. Quand les autres observateurs ont choisi la vitesse ou la force brute, Dystali gigantesque ou des espèces dominantes de cette version. Seule notre nation du dragon a opté pour l'Ardipithecus, ridiculement faible dès le départ. Le qualifier de pire rebut de la version serait encore un compliment. Chassent des arbres vers le sol, traqués sans relâche, ils n'ont jamais cessé de fuir et de migrer. Sorrow Sunlight, la chronologie s'est déjà accélérée de milliers d'années. Les autres espèces enchaînent les carnages ou affichent leur puissance, tandis que l'Ardipithecus passe son temps à fuir pour sa survie. Sa nourriture se résume encore à des fruits sauvages et à des racines déterrées. Les herbivores, au moins, ne manquent pas de nourriture. La végétation luxuriante du monde préhistorique étant omniprésente. Mais sans la force des carnivores pour chasser des proies, ils s'en sortent moins bien que les charognards, qui eux ne sont pas difficiles, et mangent. L'Ardipithecus se retrouve dans une impasse, incapable de digérer l'herbe. Est-il inapte à chasser la viande? Combien de temps tiendra-t-il avec de simples baies? Qu'une espèce aussi démunie ait survécu jusqu'à aujourd'hui relève déjà du miracle. Yang Chen n'entend pas les lamentations extérieures. En tant qu'observateur, il bénéficie d'un espace isolé et préservé de toute interférence. C'est une forme de protection pour les observateurs de civilisation, lui permettant de mener son projet exactement comme il l'entend. Certes, la bipédie présente de lourds inconvénients, mais parfois, la plus fatale des faiblesses n'est pas forcément un défaut. Et il peut même devenir le déclencheur d'une évolution majeure. Ainsi, Yang Chen n'avait toujours pas l'intention d'intervenir activement. Ses yeux restaient rivés sur l'écran céleste, tout comme le changement de l'environnement avait contraint l'Ardipithèque à fouler le sol. La vie finit toujours par se frayer un chemin hors des impasses les plus désespérées.